dynamique dont on ne peut pas lâcher. Parce que si des gens viennent interférer dans cet échange pour perturber, c'est qu'il y a forcément une raison. Philippe, en tout cas, merci d'être revenu. Fatima, Marianne, Martine, Yann-Pierre, 551 43 43, le CM 98 avec José Dorothée, merci. On va essayer de reprendre le fil. C'est vrai qu'on était très engagés. On va garder la cadence. On va retrouver tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, Martine. Alors, Philippe, j'étais en train de vous accuser. Vous l'avez échappé belle, hein? J'étais en Oui, train de vous accuser de n'avoir pas su assurer la transmission justement du combat. Alors, vous étiez en train de développer là-dessus. Merci d'être revenu. oui, oui. Bon, alors, bon, sur le piratage, c'est assez classique, hein, donc faut simplement faire attention. Sur la transition, en tant qu'étudiant à l'époque, hein, chacun fait un petit peu, comme je disais, la part du colibri, hein. C'est-à-dire que, bon, je jette ma petite goutte d'eau dans l'immense incendie, et puis, chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc là, l'idée, c'était de faire une action pour sensibiliser, les étudiants, et je vois que le problème il se reproduit. Et donc c'est ça qui me désole un petit peu, malheureusement, je pense que les plus jeunes sont moins sensibilisés ou moins sensibles à cette problématique, et on est dans la problématique, des études qu'il faut absolument réussir, et cetera, et la société avance. Et donc, en tant qu'étudiant, je comprends que les combats soient un petit peu multiples et il ne faut pas trop se disperser. L'important, c'est de poursuivre, le combat, sous d'autres formes. Quand on est étudiant, c'est une forme, mais je pense qu'en tant qu'étudiant, il faut être dans l'action. C'est il faut faire des choses vraiment concrètes, des conférences, inviter les gens, sensibiliser les jeunes, mener des actions. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Quand on a grandi un petit peu, là, bon, ben, voilà, donc on est, de façon dans une action plus générale. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit au CM 98. J'étais dans d'autres associations un petit peu, pour un petit peu, comprendre le combat, parce que c'est un combat énorme, Valentin Chambon le disait, encore, et bien ce combat-là, il n'est pas fini, et Emmanuel Gordien le disait encore, et bien malgré toute la puissance de son association, eh bien il faut être encore vigilant, ne rien lâcher, et donc il faut continuer à sensibiliser les gens que, ils font partie d'une grande lignée, d'un grand peuple qui vient de très loin, et il faut en être fier, et il faut garder la flamme. Je pense que c'est ça il faut sensibiliser les plus jeunes à garder la flamme, à être au courant de leur histoire, parce que la grande majorité, malheureusement, ne maîtrise pas son histoire, et peut-être que, la démarche d'Emmanuel Gordien, c'est la façon peut-être d'entrer qui était peut-être la plus facile, parce qu'on se sent concerné. Voilà, on peut mettre un nom sur notre ancêtre. Donc c'est j'ai fait aussi cette démarche-là. Là, j'ai un nom concret, j'ai quelqu'un à défendre, et c'est lui que je vais défendre, et c'est mon ancêtre, il a souffert, et moi, je me dois de garder ce combat. Et les plus jeunes, la plupart d'entre eux, ne le savent pas. Et je pense que c'est la démarche, c'est la porte d'entrée, et ils verront que là, ils auront une justification pour le compte. Ils sauront pourquoi ils le font. Parce que là, pour l'instant, c'est de l'histoire. On nous bassine avec l'esclavage. Qu'est-ce qu'on a à faire à nous? Qu'est-ce que ça va nous apporter maintenant? Non, non, non. Quand on a un nom à défendre. Et quand on comprend que ce nom fait partie de la grande histoire, on est une petite histoire, mais fait partie de la grande histoire, je pense que, les plus jeunes devraient pouvoir se retrouver dans ce combat. Voilà. Merci Philippe. Alors, je vois sur l'interface de Jocely Dorothée, c'est marqué de combat populaire pour le respect de la mémoire de nos aïeux qui vécurent en esclavage dans les anciennes colonies françaises. Alors, Jocelyne, je ne sais pas si vous m'entendez, mais est-ce que, donc pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, est-ce que vous pensez qu'effectivement, donc cette transmission a été coupée et le travail justement qui est fait avec d'autres
des associations, notamment le CM98, dont je pense vous faites partie. Et comment aujourd'hui doit être cette démarche, ce combat, quand on voit que de l'autre côté, on a quand même des démarches officielles qui essayent de décourager cette démarche-là. Par exemple, je pense à la loi qui ne dit plus son nom, le séparatisme, etc. Est-ce qu'on doit continuer justement à faire valoir ce combat, cette lutte? Jocelyne, vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien intervenir, si vous voulez bien? Apparemment, non. Alors, Yann Pierre, vous êtes là? Yann Pierre est là? Oui, excusez-nous. Ah, En fait, Jocelyne Dorothée, allez-y. Vous avez entendu ma question? Non, est-ce que vous pouvez la reprendre? Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. Je dis par que je rapport vois sur votre, je ne vous vois pas, mais je vois sur votre fenêtre un message très fort. Oui. Donc, 21 ans de combat populaire pour le respect de la mémoire de nos aïeux qui vécurent en esclavage dans les anciennes colonies françaises. Est-ce que ce combat-là retrouve écho aujourd'hui? Philippe nous disait tout à l'heure qu'il y avait une cassure, une rupture. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a un écho de cette lutte qui est menée pendant 21 ans par le CM98, entre autres? Eh bien, justement, donc je ne vais pas paraphraser et reprendre les propos d'Emmanuel Gordien qui s'est déjà exprimé sur cette question. Donc, moi, je suis Jocelyne Dorothée, donc je suis la secrétaire du CM98. Et en fait, effectivement, c'est une affiche que nous avons fait paraître effectivement pour nos membres, puisque nous avons célébré au mois de novembre nos 21 ans d'existence suite à la marche des 40 000 donc à Paris, comme l'a rappelé donc M. Gordien tout à l'heure. Et donc, depuis 21 ans, effectivement, le CM98 n'a eu de cesse, effectivement, de se battre déjà pour que l'on puisse respecter la mémoire des victimes de l'esclavage, parce qu'effectivement, il y a différentes dates de commémoration d'abolition, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien, puisque comme il a dit, hein, c'est une date de commémoration, c'est un acte politique de la République, en fait. Hein. Mais au-delà de ça, et comme je l'avais noté tout à l'heure dans le chat, mais malheureusement, on n'a pas pu revenir dessus, il est important pour les peuples descendants effectivement de ces crimes contre l'humanité. Et j'ai entendu effectivement l'intervention de M. Chambon longuement là-dessus, même au-delà effectivement de la date de l'abolition de l'esclavage pour les territoires d'outre-mer, enfin pour les DOM. Au-delà de ça, on a bien entendu qu'il y a eu quand même il y a eu la continuité de crimes contre l'humanité. Et donc, en fait, ce que j'avais proposé dans le chat, c'était de s'approprier peut-être effectivement nos dates de commémoration nationale pour pouvoir, en effet, comme vous le faites là aujourd'hui pour la fête CAF, pour pouvoir sensibiliser, mobiliser, enfin, en tout cas, vous réapproprier cette date plus pour commémorer la mémoire de vos parents, en fait, la mémoire de ceux qui ont été victimes. Et donc, c'est le cas effectivement pour le CM98. Nous, bien au-delà de ça, alors que dans nos départements, effectivement, le 22 mai est célébré en Martinique comme étant une date de rébellion, de révolution, donc ils se sont réappropriés la date justement, mais pas pour commémorer les abolitionnistes, mais plutôt pour honorer la mémoire de ceux qui ont lutté pour obtenir l'abolition de l'esclavage. En Guadeloupe, le 27 mai également, il y a des mouvements qui, à l'origine, étaient plutôt des mouvements autonomistes et qui actuellement trouvent écho auprès de la population qui n'a pas forcément des idées indépendantistes, mais le peuple guadeloupéen, globalement, a bien compris qu'il fallait s'approprier également cette date de commémoration donc républicaine pour pouvoir effectivement honorer la mémoire des parents et surtout honorer la mémoire de ceux qui ont lutté pour permettre l'abolition. Donc c'est en ce sens que je disais qu'on pouvait faire un parallèle avec la vôtre, celle d'aujourd'hui, pour pouvoir en effet honorer les personnes qui ont lutté aussi et qui luttent encore, puisque on a bien compris qu'il y a encore beaucoup de travail, pour la Réunion. Encore faut-il que les gens se rassemblent et ouvrent les yeux et créent un mouvement, comme nous l'avons fait, effectivement, il y a 21 ans,
le CM98. Et comme on a demandé au gouvernement qu'il y ait effectivement le 23 mai, la date de commémoration des victimes et non pas de la population de nos parents, des victimes de l'esclavage. Donc, c'est effectivement un des combats que le CM98 a mené. Et l'aboutissement de ce combat, et encore, je ne sais pas, puisque finalement, on n'arrive jamais au bout, hein, il y a toujours des combats à mener, mais en tout cas, un premier aboutissement de ce combat également, en plus de la date du 23 mai, c'est l'édification du mémorial des noms des victimes de l'esclavage. Et sur ce mémorial des noms apparaîtra non seulement le nom des Antillais originaires de Guadeloupe et de Martinique, mais de Guyane, mais également il y aura des noms réunionnais. Donc ça, il faut le faire savoir à votre communauté, il faut vous rallier à nous, et c'est pour ça qu'effectivement, je me veux un petit peu, comment dirais-je, je me veux un peu, comment dire, j'exagère peut-être un peu dans mes propos, et quand bien même, en fait, il faut faire savoir effectivement au peuple réunionnais qu'il y a des noms réunionnais, les réunionnais effectivement qui apparaîtront sur ce mémorial, et que ce sera le mémorial effectivement de toutes ces victimes, de tous nos parents en fait. Hein, donc c'est important, c'est important. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé dans vos combats. On ne se connaît pas forcément, puisque c'est vrai que on se découvre, on apprend à se découvrir, mais, mais notre combat est le même. Notre combat est le même. On a quasiment le même passé, et, et c'est important de s'unir pour pouvoir dire tous en commun, effectivement, que nos parents méritent le respect. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Dorothée. Et je souhaite encore la bienvenue à Emmanuel Gordien qui nous a rejoint à nouveau. Hein. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, Et un problème de justement, connexion. d'accord. Le problème de connexion était important. Oui. Ouais. Donc, tout à l'heure, vous arrivez au moment où Dorothée finissait et elle parlait justement de cette nécessité, bien sûr, de faire bloc, de faire un, pour que, bien sûr, le combat soit plus visible et plus entendu. Et elle est aussi, elle a mis en relief toutes les actions qui ont été menées depuis 21 ans et jusqu'à aujourd'hui, justement, on en parlait avant dans la première partie de cette émission, et de dire que on va mettre en valeur, en tout cas pour le souvenir de tous les noms. Mais tout à l'heure, Emmanuel, vous parliez donc des dates qui ont été choisies, on a le 10 mai, etc. Et vous avez posé la question, pourquoi pas le 22 mai? Est-ce que aussi au niveau des acteurs que vous êtes, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une coordination pour une grande... C'est vrai qu'il y a, comment dire, il y a des dates mémorielles, bien sûr, qui sont spécifiques à chaque département, ou en tout cas à chaque communauté. Mais est-ce qu'on peut imaginer, dans la démarche militante, en tout cas, de vouloir rassembler le plus grand nombre, qu'on puisse avoir une date autour de laquelle tous les peuples peuvent se retrouver, justement, ces peuples qui a été mis, si vous voulez, qui ont connu justement cette situation d'esclavage et de traite. Une date commune pour tout le monde, finalement. Bien sûr. Mais justement, mais n'oublions pas, la première marche que nous avons proposée, elle était silencieuse. Pourquoi, justement? C'était pour dire qu'aucune divergence ne doit s'exprimer ce jour-là. Et que ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que tout ce qui nous désunit par ailleurs. À savoir, penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Et ce que je vous disais, moi qui attendais 1500 personnes et tous les organisateurs de l'époque, nous avons eu 40 000 personnes. Donc, si pour le coup, il y avait une date qui avait sa légitimité, c'était bien celle-là. Et ce que je note, c'est que, alors je ne vous l'ai pas dit, mais dans le mouvement qui a été fait, nous avions contacté des gens de France. Nous sommes allés dans toutes les villes de France. Je me souviens que moi, j'étais responsable de Marseille, de Maubeuge, de Lille, qui sont partis, je ne sais pas moi, qui sont partis à Toulouse, à Aix, etc. Bon. Et ce que je sais, et ce que je réaffirme ici, c'est que si justement il y avait une date qui, par sa dignité silencieuse, par sa percutance, 40 000 personnes, et surtout par le fait que ce jour-là, on avait vraiment l'impression d'une unité profonde
Mais s'il y avait une date qui a regroupé plus de 300 associations, toutes sortes de syndicats et tout, c'était celle-là. Or, qu'est-ce qu'on constate, c'est que, mais très rapidement, y compris d'ailleurs les politiques, hein, je vois que quand on se met à choisir une date, on choisit le 10 mai. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. On choisit le 10 mai, alors qu'il y a une date qui s'est imposée à tous, et d'ailleurs, dont toutes les conséquences de cette date, toutes les conclusions autour de ce mouvement sont celles qui sont dans la loi de la France. La France dit que c'est un crime contre l'humanité par la loi 2001, dite loi Taubira. 10 000 pétitions ce jour-là, elle l'avait dit, le 23 mai. Ensuite, maintenant, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut commémorer quand il y a un crime contre l'humanité? Quand on prend, par exemple, le crime de la Shoah, à l'époque, c'était à la mode. Monsieur, on voulait faire une sorte de guerre mémorielle à laquelle on ne se sommes jamais mêlés. Pour le crime de la Shoah, moi, ce que je sais, pour avoir beaucoup lu là-dessus et posé des questions à mes amis juifs, c'est que les premiers camps de concentration ont été démantelés par l'armée rouge soviétique. Et moi, je ne sache pas qu'on commémore, qu'on honore l'armée soviétique. On honore les victimes de la Shoah. Parce que, oui, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime humain, on honore les victimes d'un crime. L'esclavage reconnu crime contre l'humanité par la loi française, et qui est-ce qu'on honore? Ceux qui ont aboli l'esclavage, les républicains, et pas les victimes. Ça tombait sous le sens. Et c'est un petit peu ce travail de pédagogie, ce travail militant. On s'est beaucoup battu, hein, et on se bat encore. Je vous donner l'exemple tout à l'heure. Il y a 2 dates nationales dans l'arsenal français, et les responsables qui s'occupent de la mémoire en France proposent que le 10 mai soit férié. Et le 23 mai, pourquoi lui aussi n'est pas férié? Donc, quelle est la différence? Donc, il y en a un qui a un statut de date vraie et l'autre qui a un statut de date fausse. Donc, c'est bien pour vous montrer que c'est un combat citoyen. Je dis bien un combat, et je dis aussi citoyen derrière. Alors, évidemment, ce combat citoyen, il n'empêche pas des luttes politiques, des points de vue, des conceptions autonomistes, indépendantistes, et c'est tout ce que vous voulez. Moi, je veux tout ce que vous voulez, mais encore une fois, la seule base, c'est qu'il faut que les populations ne se voient pas imposer les systèmes, mais il y a un âme et conscience. Et de ce la lutte mémorielle, la question mémorielle, justement, elle doit faire sens. Je pense qu'un peuple n'est pas de droite ou de gauche. Il y a des gens de droite et des gens de gauche au sein d'un même peuple. Mais un peuple est mu par une histoire dans laquelle il se reconnaît, dans laquelle il trouve des moyens d'unité profonde, dans laquelle il y a une interprétation, je disais, j'emploie le même mot qui n'est pas de moi, qui est de Johann Michel, qui est un politiste, qui a fait d'ailleurs des livres très intéressants sur gouverner les mémoires. Eh bien, justement, il ne peut y avoir de société cohérente sans une interprétation valorisante et partagée de son histoire. Voilà un peu le creuset. Et quand vous dites, alors nous, notre combat a toujours été de trouver ce qu'on appelait à l'époque le plus petit dénominateur commun. Mais si cette histoire de l'esclavage ne peut pas l'être, en tout cas, si elle ne l'est pas encore, ça vous montre bien l'étendue du travail qu'il nous reste à faire, qu'il nous reste à faire tous. C'est pour ça que poser la question comme elle est posée, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi faut-il commémorer le 23 mai à La Réunion? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objectif? Ça va nous amener où? Voilà, c'est un petit peu ça le fond. Emmanuel, est-ce que tout à l'heure, quand on écoute les propos, en tout cas en préparant aussi cette conférence, j'ai un sentiment, est-ce que vous le partagez? Est-ce qu'il y a une particularité réunionnaise dans le processus commémoriel? Est-ce qu'il y a une particularité réunionnaise, Emmanuel? Oui, en fait, pour moi, tous les différents alors, en fait, on a regroupé un vocable, les dernières colonies françaises. Haïti en était, Saint-Lucie en a été un moment, Dominique aussi. Mais comme les 4 dernières colonies françaises qui sont restées, qui sont devenues des départements en France, c'est ce qui est unique dans le monde de l'esclavage, entre guillemets, du post-esclavagisme. Les seules régions qui n'ont pas eu un destin national sont les régions françaises. Guadeloupe, Martinique, Guyane, île de la Réunion. Alors, le problème, c'est qu'on a mis tout ça dans le même vocable, 97.1, alors en plus, ce n'est même pas des départements, c'est des quarts de départements, parce que 97.1, 97.2, 97.3, 97.4. Ce sont des départements, c'est 100. Mais ce n'était pas comme ça, c'est des quarts de départements. Si vous vous montrez encore à l'origine comment c'est un peu compliqué, mais bref. Et donc, l'idée, c'est qu'on a tout mis, des dom-toms. Alors qu'en fait, il y a des vraies réalités très, très différentes. Hein. La structure de l'esclavage à La Réunion et dans les masses caréniennes est très différente. Elle est très, très différente. Cette histoire-là, pour l'instant, en tout cas, les Antillais ne la connaissent pas bien.
Je donne l'exemple de la Guadeloupe et de la Martinique, hein, qui sont soi-disant très très proches, et pourtant il y a une différence majeure. Il y a une première abolition de l'esclavage à la Guadeloupe en 1794, qui va entraîner un retour de l'esclavage par Napoléon Bonaparte et les troupes qui vont aller sur place, qui vont faire une véritable guerre de Guadeloupe, qui va entraîner près de 6 000 à 10 000 morts sur une population de 100 000 personnes, qui va entraîner un deuxième mouvement de traite négrière, et c'est là que les parents Boïki vont arriver, à Port-Louis, en Guadeloupe. Ce mouvement-là n'a pas existé en Martinique. Deuxième mouvement de traite, abolition de l'esclavage, une première fois, rupture sociale, ça n'a pas existé en Martinique. Donc, de ce fait, c'est des choses très singulières. Donc, vous voyez qu'il y a dans toutes ces... Et la Guyane, c'est encore très différent. À la Guyane, les peuples de captifs qu'on a amenés d'un premier temps, on fuit tout de suite et on crée des sociétés en Guyane. Ça veut Bouchinengue, c'est très différent. C'est-à-dire que le théâtre de l'esclavage est très, très différent. En fait, tout est regroupé parce qu'il y a la France, au fond, qui est, entre guillemets, la mère patrie. Mais chacune de ces différentes contrées sont des données extrêmement spécifiques, avec des évolutions très spécifiques, et qu'il faut regarder de façon spécifique. Et les solutions, entre guillemets, politiques qu'on voudrait faire doivent partir de cette analyse précise, spécifique de chacun des différents pays. Donc, pour moi, la Réunion, encore une fois, je vous disais au départ qu'il semblait qu'il n'y avait personne sur cette terre à l'époque. La Côte de Bourg, qui a été colonisée par les Français, c'était une terre vide sur laquelle ils amènent des gens. Donc, c'est eux qui construisent la Réunion qu'on a aujourd'hui. En Guadeloupe, il y avait des peuples qui existaient déjà. En Martinique aussi, en Guyane aussi, à Cuba aussi. À Cuba, c'était des Taïnos, à Jamaïque, c'était des Taïnos. En Guadeloupe, c'était des Kalinas comme en Martinique. Pas tout à fait les mêmes peuples. Et tous les plateaux des Guyanes. Donc, vous voyez que c'est spécifique et en fait, la seule vraie question qui est posée et qui est commune à tous ces différents territoires, c'est que c'est l'esclavage qui voit naître des sociétés nouvelles. Et par rapport à cette mise en esclavage, les populations ont un positionnement qui est compliqué. Moi, je vois deux types de choses. Je vois la honte de cette histoire. Je vois la douleur que procure cette histoire. On ne veut pas en parler, il ne faut pas en parler. Je vois les troubles profonds de l'estime de soi qu'on peut voir dans les populations qui sont issues et qui disent « Ah ben oui, on nous impose. » Mais nous, on fait quoi pour ne pas être imposés? Et je vois en même temps un deuxième mouvement, c'est que ces peuples-là ont résisté, n'ont pas disparu, ont créé des cultures qui aujourd'hui sont mondiales. On prend le zouk, par exemple, antillais. On entend partout dans le monde, hein. On prend la soul, on prend Michael Jackson et sa musique, le reggae, ça va partout, hein. Ce sont des musiques internationales et ce sont des créations qui ont été faites par ces sociétés-là. Donc, en même temps, donc, il y a cette énergie de vie, cette survie. On a eu ce dépassement de soi qu'on appelle la résilience. Ça, c'est le point commun, le point fort sur lequel on devrait s'appuyer. Et puis, les cultures que nous avons créées. Alors après, il faudra que chacun d'entre nous ayons une claire conscience des principaux mots que ce régime inhumain de l'esclavage a pu mettre d'inhumain en nous. Et c'est à nous de nous réparer des principaux mots hérités de l'esclavage colonial. Voilà un peu la vision que j'aurais de cela. Donc la différence, elle existe, concrète, mais c'est surtout un fond commun des sociétés nouvelles qui doivent se regarder telles qu'elles sont, s'aimer telles qu'elles sont, trouver justement ce fameux récit valorisant et partagé que nous partageons tous ensemble, que nous léguons à nos enfants et sur lequel ils vont bâtir ce qu'ils ont à bâtir, soit des départements français, soit des collectivités indépendantes, soit des collectivités autonomes en lien avec la France. Elles choisiront les populations, ce qui leur paraîtra le mieux pour leur intérêt propre. Merci Emmanuel. Alors, je ne peux pas identifier tout le monde, mais est-ce que Nadia, si vous êtes de la Réunion, est-ce que vous pourriez nous dire toujours sur cette question, sur la spécificité réunionnaise, parce que tout à l'heure, Emmanuel Gordien parlait justement de cette douleur, de cette honte, de cette souffrance, de ce manque d'estime de soi par rapport, est-ce qu'il y a une spécificité réunionnaise par rapport à tout ce qui est commémoration, en tout cas mémoire de cet esclavage de la traite négrière? Nadia, s'il vous plaît. Bonjour, je ne suis pas réunionnaise. J'ai précisé que je n'identifie pas tout le monde, mais vous avez certainement un avis là-dessus. Un avis?
Moi, je suis assez d'accord avec le docteur Emmanuel Gordien. Il ne faut pas laisser tomber tout ça, dire c'est le passé, voilà, on continue, et puis se fondre dans la masse. Nous avons des spécificités, il faut les montrer et les revendiquer pour être plus fort, hein. On parle actuellement de racisme, etc. Bon, ce n'est pas le thème, hein, mais tous ces sujets ont un rapport. Il faut savoir d'où nous venons et ce que nous pouvons faire dans cette société pour ne pas être mis de côté. Hein, regardez, on donnait l'exemple tout à l'heure de l'enseignement. Non, nous avons des spécificités et nous devons exister dans cette société pour ne pas être mis de côté. Voilà. Je n'ai pas plus à dire. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir d'où venait cette fête CAF, voilà, parce que je ne connais pas du tout. Enfin, je suis déjà allée à La Réunion en qualité de touriste, hein, mais je voulais avoir un peu plus d'informations sur les CAF. J'ai entendu le mot diam. Justement, Nadia, excusez-moi. Quand vous êtes allé à La Réunion, qu'est-ce qui vous a marqué en tant que touriste quand vous êtes arrivé sur l'île? Est-ce que quelque chose vous a frappé? Alors, moi, j'ai été reçue par une Malbaraise. J'étais chez une Malbaraise, c'est ma meilleure amie de La Réunion. Et justement, je n'ai jamais vraiment ressenti ce problème de CAF, parce que justement, j'étais dans un milieu malbar. Qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport aux Antilles? Rien de... Comment dire un peuple un peu plus calme. J'ai l'impression que vous étiez moins rebelle que dans les Antilles. Enfin, c'est l'impression qui... D'accord. Merci beaucoup, Nadia. Alors, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Je me tourne vers Fatima, qui est une sœur qui vit à La Réunion. Fatima, est-ce que vous qui étiez ici en France et qui avez fait le déplacement, hein, vous êtes maintenant à La Réunion, Fatima, est-ce que vous avez l'impression que quand vous entendez tout ce qui se dit là, qu'il y a une spécificité réunionnaise par rapport à tout ce travail sur la chaîne mémorielle? S'il vous plaît, Fatima. Bonjour à tous. Bakary, je n'étais pas prévue pour intervenir, mais c'est vrai que moi, ça fait juste uniquement 5 ans que je suis venue vivre sur l'île. Et je dirais vraiment il y a une spécificité. Et par rapport à ce que la dame vient de dire, effectivement, nous qui avons vécu des années en métropole, notamment à Paris, et après à Marseille, c'est vrai que la société réunionnaise est beaucoup plus, on va dire, douce, ouais, par rapport à nos autres frères des Outre-mer. Et là, tout à l'heure, on était sortis malgré le confinement. Il y a quand même quelques manifestations par-ci, par-là. Il y a des associations. Et c'est vrai qu'on a quand même besoin de fêter cette date-là, de fêter cette fête-là malgré l'état actuel des choses, pour continuer à revendiquer cette histoire. Et moi, je ne suis pas historienne du tout, mais il me semble par rapport à un monsieur qui avait, je crois que c'était le CM98 qui avait intervenu tout à l'heure, moi j'ai appris qu'il y avait, l'histoire dit qu'il n'y avait pas d'habitants quand les esclaves sont arrivés, et d'autres disent ici il y avait des habitants avant l'esclavage. Donc c'est à débattre entre historiens, mais moi c'est ce que j'ai appris ici auprès d'autres frères réunionnais. Alors, Fatima, même si ce n'était pas prévu que tu interviennes, tu es ma sœur et j'en profite. Alors, c'est de demander, et toi aujourd'hui, le 20 décembre, comment tu l'as vécu, ou bien est-ce que là où tu habites, dans ton quartier, etc., tu ressens une certaine effervescence, ou en tout cas, une certaine... les gens se sentent concernés par cette journée du 20 décembre? Oui, les gens sont concernés parce que, comme je te disais, en fait, ici au centre, moi je suis dans le centre-ville de Saint-Denis, donc j'étais dans une association où il y avait des personnes qui étaient habillées, on disait, oh là là, on dirait Chaka Zulu, on dirait, je ne sais pas, tout ça, tout le monde c'est sapé à l'africaine, tout ça avec des trucs et des maquillages super beaux. J'ai fait plein de photos, je t'enverrai d'ailleurs. Je veux bien, je veux bien. D'autres ont fait des tressages de paniers. C'était un
compatriote comorien. Et puis, il y avait plein de choses qu'on avait exposées et les gens se sentent concernés. Et je pense que tout le monde est peiné de voir qu'on n'a pas pu avoir notre défilé cette année parce qu'on l'attendait toujours avec impatience. Il y a d'autres associations qui, eux, ils ont manifesté autrement en faisant un repas partage pour 140 personnes qui sont dans le besoin. Et ça aussi, c'est un truc, moi, je dirais, unique ici à La Réunion. Ce qu'ils ont, ils ont un grand cœur, ils ont une humilité, une entraide incroyable. Je vis dans ce quartier-là et les gens se sont dévoués depuis le matin en préparant des repas pour donner à des personnes comme ça. Et c'est quelque chose d'unique, quoi. À La Réunion, c'est spécifique, quoi. C'est spécial. Alors, en tant que réunionnaise d'adoption, aujourd'hui, Fatima, si tu as un message à lancer aux gens qui nous écoutent, en tout cas, qui seraient amenés à nous entendre, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais que je parlerai justement aux Réunionnais, surtout ceux qui sont ici à l'île de La Réunion avec nous, c'est d'aller un peu plus que toutes les communautés aillent un peu plus vers les autres. Parce que c'est vrai qu'ici, on a une paix, le vivre ensemble réunionnais, mais parce que chaque communauté est dans son coin et respecte l'autre, respecte les rituels de l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté Lyon pour venir ici à La Réunion, parce qu'ici, je peux envoyer mes enfants à la madrasa sans quiétude, sans jugement, sans rien. Et chacun pratique la religion comme il veut, chacun fait ce qu'il a à faire, ses coutumes et ses us et ses coutumes sans être critiqué. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de fusion entre les communautés pour apprendre de l'autre. À l'Aïd, on invite, les autres communautés, ils arrivent. Quand ils ont des fêtes, on invite. Mais c'est des têtes de personnes, quoi. Mais il n'y a pas vraiment une fusion et c'est ça que je trouve dommage, quoi, qu'on n'aille pas un peu plus vers les autres, chacun pour faire une vraie fusion, quoi. Merci Fatima, j'attends les photos. Alors, tout à l'heure, Philippe, je reviens à vous. Tout à l'heure, Fatima disait qu'il lui a fallu aller à la Réunion pour pouvoir vivre son côté spirituel. Par exemple, amener ses enfants à la madrasa, apprendre le Coran, il faut le dire. Hein. Et aujourd'hui, dans un contexte où, au niveau officiellement, on essaye de lutter contre le séparatisme. Est-ce que nous ne sommes pas finalement hors sujet? Vous qui êtes l'enseignant, est-ce que vous avez l'impression aussi que l'école joue son rôle justement dans ce travail de transmission et de communication autour de la mémoire de l'esclavage qui est aussi, comme le disait Emmanuel Gordien, une histoire commune? Alors, bon, l'école ne peut pas tout faire. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'on laisse beaucoup de choses à l'école, mais elle ne peut pas tout faire. Alors, par exemple, la transmission, la transmission des ancêtres, c'est typiquement quelque chose que moi, je suis en France, hein, je suis à Rouen. Typiquement, c'est des choses qui passent au-dessus de la tête des gens en métropole. Et en tant quand il est, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est c'est ce qui fait ma personne. C'est-à-dire que c'est ce qui me construit. Et c'est ce que les gens bon, ici en métropole, ils ne comprennent pas. Je veux dire, est-ce que l'école fait ce qu'il faut, pour pouvoir transmettre ça? Moi, je pense que non. On est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Je veux dire, quand c'est raconté dans les écoles, bon, c'est un commerce triangulaire, bon, on a l'impression que bon, on a été, au supermarché du coin, on a été acheter 2-3 trucs et puis voilà, bon, ouais, puis rien de grave, quoi. La façon dont les enseignants de métropole abordent le sujet est complètement à des années-lumière de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que moi, j'évite même d'en parler parce qu'il s'agit de moi, il s'agit de mes parents, il s'agit de mes ancêtres. Donc, est-ce que l'école fait la transmission? Je pense que non. Et c'est pour ça que le rôle des associations est important pour sensibiliser. Et cette démarche de sensibilisation, elle doit un peu envahir l'espace
au moment où il le faut. C'est-à-dire que cette histoire de date qui s'éparpille tout au long de l'année n'est pas très bon. C'est vrai que si on avait une date où on pouvait rassembler tout le monde, je pense que ça aurait beaucoup plus de portée. Et la démarche que fait le CM 98, je pense, va dans le bon sens. Justement, merci beaucoup Philippe. À propos de démarche du CM 81, nous avons Martine Dossin-Julien qui nous écrit « Ça va être fantastique pour chacune et pour chacun de pouvoir enfin intégrer heureusement la présence des lignées et les héritages intérieurs créateurs et transhumateurs transmis par chacune et par chacun de nos ancêtres. Je souhaite que mes ancêtres puissent à nouveau ouvrir leurs yeux en moi. » Alors, Martine, je vous pose du coup la question, et qu'est-ce que cela peut faire pour vous vraiment de retrouver justement ce travail pour faire la transition avec ce que disait tout à l'heure Philippe? Qu'est-ce que cela représente pour vous, Martine, s'il vous plaît? Bah, écoutez, c'est quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, on vous Oui, entend. d'accord. Ok, très bien. Merci. Donc, moi, ça touche quelque chose pour moi d'extrêmement intime et d'heureux et qui attend d'être avec mes mots, hein, remis au monde, quoi. C'est-à-dire réactivé, présent, conscient et participer à la marche du monde vers quelque chose d'heureux. Voilà, moi, je peux simplement le dire comme ça. D'accord. Mais au-delà, justement, au-delà de ce ressenti personnel, qu'est-ce que ça peut faire pour la postérité? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Donc, tout à l'heure, Emmanuel Gordien parlait du 23 mai, etc. Et qu'est-ce que, par exemple, de voir votre ancêtre, par exemple, le nom inscrit sur ce mur mémoriel qui a son importance historique, dans l'histoire en tout cas, qu'est-ce que ça vous fait, vous? Ah, Parce qu'on dignité, excusez-moi, on disait tout fierté. à l'heure, on est Oui. descendant d'esclaves, etc., on est descendant. Mais aujourd'hui, quel est le ressenti dans le processus de l'estime de soi-même? Bah, il y a vraiment un travail de guérison à faire, quoi, extrêmement puissant, extrêmement heureux. Je pense qu'il y a beaucoup de larmes intérieures qui n'ont pas été versées et qu'on a à la fois le droit de pleurer et puis de se réjouir et d'honorer, et d'être dans la gratitude par rapport aux ancêtres, mais pour aller dans le sens d'une évolution, une transformation au niveau de notre humanité à tous, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des liens, il y a vraiment des liens à créer, à retrouver, et une acceptation de qui on est, de nos puissances intérieures, ce que j'appelle nos héritages, qui sont pas encore conscients, qui peuvent être encore très refoulés, parce qu'il y a eu tellement de blessures que c'est même impensable pour moi, quoi. Il y a des choses que je peux ni lire ni voir actuellement, parce que je me sens trop touchée par rapport à l'esclavage et à cette souffrance infinie, abominable, quoi. Donc je pense qu'il y a ce travail de guérison à faire et ça me fait vraiment beaucoup de bien d'entendre enfin parler de problèmes d'estime de soi, parce que c'est une blessure extrêmement profonde et au niveau, à mon avis, de l'âme, quoi. Donc voilà, dignité, fierté, heu, quelque chose d'extrêmement profond. Moi, j'attends cette période avec une immense impatience, quoi. Voir comment le monde va pouvoir changer quand effectivement des mots sont posés et qu'un travail thérapeutique, est proposé. Et avec après toutes les facettes, un travail thérapeutique au niveau social, politique, créateur, psychologique, artistique, voilà, tout est là, quoi. Mais je suis heureuse, moi j'ai l'impression là, grâce à vous, de pouvoir commencer à accepter, à reconnaître en moi mes ancêtres et leur puissance de vie. En tout cas, merci. Au moins, on retiendra de ça minimum de cette conférence, c'est d'avoir permis cela, Martine. Alors, tout à l'heure, Emmanuel Gordien disait que la première marche a été silencieuse. Pour vous, une date comme le 20 décembre, le 23 mai ou d'autres dates commémoratives, est-ce que pour vous, c'était le moment où, allez, dites-le, il faut pleurer, faire une introspection, se retrouver soi-même ou être dans le silence pour se rappeler de ses ancêtres? Martine. Bah tout, parce qu'on est chacun différent et qu'on a des moments différents qu'on traverse et qu'à mon avis, on doit traverser, c'est-à-dire où on reste dans la superficialité, où on va dans la profondeur, et dans la profondeur, il y a toutes les facettes de l'honneur, de la gratitude, des pleurs, de la fête, de la colère. Je trouve
très naturel que soit présent dans l'ombre des pensées de rancune, de ressentiment, de vengeance, parce qu'il y a tellement eu d'humiliation. Donc, il faut du temps, et c'est du temps, à mon avis, encore du temps long. Mais là, pour moi, c'est une phase majeure. Donc, je crois que toutes les facettes sont les bienvenues dès lors qu'elles sont portées par à la fois de l'espoir et de la gratitude pour ce qui est. On ne peut pas changer ce qui a été, mais on peut changer ce qui est en soi et commencer à changer aussi un peu le monde, quoi. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Martine, pour ce partage et ce Je vous en témoignage. Emmanuel Gordien, donc, vous avez souligné une expression qui est partagée, qui est adoptée par un peu tout le monde ici. Et j'ai eu la chance d'avoir été auprès de M. Aimé Césaire qui me disait le problème du nègre, mon cher ami, c'est qu'il n'a pas atteint un niveau élevé de l'estime de soi-même. Et cette question de l'estime de soi revient, Emmanuel. Qu'est-ce qu'il faut, comment on peut faire pour justement, quel travail pourrons-nous faire en tant qu'acteurs qu'on connaît chacun dans ce qu'il est pour pouvoir nous-mêmes d'abord atteindre ce niveau élevé de l'estime de soi-même et pourquoi pas aussi le partager avec d'autres, parce que quand on entend ce que dit Martine tout à l'heure, c'est vraiment profond en elle. Emmanuel, si vous êtes là. Je suis là. Alors, la question précise, c'est quoi? C'est la nature du travail qui doit être fait ou... Parce qu'en fait, en gros, ce qu'on doit comprendre de cette histoire de l'esclavage, moi, c'est mon analyse, je ne sais pas à quel moment, collectivement, nous avons tous décidé de sortir de l'esclavage. Je prends un exemple. Quand en Martinique, par exemple, il y a une grève contre, par exemple, telle ou telle entreprise dirigée par un béquet, eh bien, systématiquement, ce qui est mobilisé, c'est les esclavagistes qui sont là, qui nous emmerdent. Alors, la question que je pose, s'ils sont des esclavagistes, que sommes-nous? Des esclaves? Donc, en fait, au fond, je crois qu'il y a cela. La France a décidé en 1848 que l'esclavage était aboli, que nous étions des citoyens. Nos peuples, à l'époque, qui avaient vécu tellement de complications, eh bien, on saisit cette opportunité et on investit les lieux de pouvoir, notamment les municipalités. Elles sont toutes dirigées par des descendants d'esclaves, pour l'essentiel. Il n'y a plus aucun béquet, par exemple, à la Martinique ou même à la Guadeloupe. Hein. À la Guadeloupe, par exemple, les grands propriétaires fonciers étaient maires des communes. Maintenant, qui sont les maires des communes? Ce sont tous des descendants d'esclaves, pour l'essentiel, ou descendants d'affranchis ou des Indiens qui sont arrivés après l'abolition. Alors, la question qui est posée, c'est quelle est la vision collective que toutes ces personnes ont de leur commune qu'ils dirigent ou du département ou de la région qu'ils dirigent? Comment est-ce qu'ils se positionnent? Quel est le poids, donc, par conséquent, de la relation à l'esclavage et à l'esclave et aux descendants d'esclaves? Quelle est la relation qu'il y a? Est-ce que, par exemple, quand on mène une guerre, par exemple, contre un supermarché, contre, je ne sais pas moi, contre Ayotte ou contre n'importe lequel, hein, je dirais que c'est le plus connu, est-ce qu'on met une lutte pour que les travailleurs de classe, ou que les travailleurs aient la satisfaction de leurs besoins, ou est-ce qu'on mène une lutte pour chasser des esclavagistes de la Martinique? Là, il a aussi, je vous dis encore une fois, il faut que dans notre mental, que nous posons... Enfin, je vais sur une dernière question qui me paraît beaucoup plus importante. Tout à l'heure, je ne sais pas qui disait tout à l'heure, que oui, alors les jeunes, ils sont dans l'action, c'est bien, il y en a assez de Schellcher et tout. Mais moi, non, je ne dis pas ça comme ça, moi. Moi, quand je lis Schellcher, je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour tenter d'abolir l'esclavage colonial. D'ailleurs, il est parti capitaliste, vendeur de porcelaine dans les colonies, il est redevenu abolitionniste convaincu. Donc moi, au contraire, je préfère dire à mes jeunes, ben, il y a des gens qui sont là, qui ont eu un esprit de principe, et que c'est important d'avoir des principes, quelle que soit sa couleur, sa culture, son pays. Mais je vais encore plus loin que cela. Je pose une autre question. D'accord, mais qu'est-ce que nous construisons pour nos parents qui ont été esclaves? Qu'est-ce que nous mettons en avant? Quelle revendication nous appartient, qui est la nôtre? Oui, par exemple, nous, on a fait, par exemple, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, hein, je donne simplement des exemples. À partir du moment où nous avons dit que l'esclave, c'est notre parent, nous avons dit qu'il faut les honorer, on ne s'est pas arrêté là. Par exemple, eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la première ville, ville où il y a le plus d'Antillais en France, c'est la ville de Sarcelles et la ville de Saint-Denis. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait 2 monuments sur lesquels nous avons gravé 213 noms d'esclaves. Mais on n'est pas venu faire ça comme ça.
On a vu les associations TIS de ces communes. On a discuté avec elles. On leur a dit, êtes-vous d'accord à rechercher qui étaient ceux d'entre vous, de vos parents qui ont vécu l'esclavage? On a fait un travail de généalogie systématique avec elles. On a retrouvé les parents qui ont vécu en esclavage. On leur a dit, lequel vous choisissez parmi tous ceux-là d'honorer et de mettre sur un monument où on gravera le nom. C'est ça qu'on a proposé. Et en fait, on a décidé de prendre 213 noms. Pourquoi 213? Encore une fois. Parce que 213, c'est la durée de l'esclavage. On a été colonisé en 1635, l'affranchissement a été en 1848, ça fait 213. Donc, encore un chiffre symbolique. Mais l'idée, encore une fois, est celle-là, c'est toujours celle-là. Qu'est-ce que nous construisons pour faire entendre ce que nous avons envie d'entendre? Et pour que nous entendions ce que nous voulons entendre de notre histoire qui est là. C'est la nôtre. Qui est-ce qui va la prendre en charge à notre place? Personne. Donc, il faut arrêter de dire aux autres, vous n'avez pas. Mais, il n'y a pas d'histoire? Eh bien, écoutez, nos enfants, eh bien, faites des études d'histoire de haut niveau. Allez chercher les éléments qui nous manquent pour comprendre l'histoire qui est la nôtre. Je pense que il faut beaucoup aller dans cette direction. Et si nous avons repéré des esclaves qui ont fait des hauts faits d'armes, eh bien, cherchons qui sont leurs descendants. Cherchons dans quelle commune ils ont vécu. Montons-leur des monuments à la hauteur du crime commis. Montons-leur je ne sais pas moi, toutes sortes de mémoriaux. Faisons quelque chose. Non, mais c'est à nous. Donc, Emmanuel, excusez-moi. Est-ce que juste oui. Donc, là vous revenez dans l'actualité et c'est très important. Alors, au lieu de détrôner, en tout cas, ou de casser des monuments, construisons les nôtres à côté, en face. C'est ce que vous voulez dire? Mais moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je dis que ayons la conscience de ce que nous sommes, de ce que sont nos pays, des terres d'exceptionnelle exploitation, et expliquons ce qui s'est passé. C'est l'histoire de l'humanité. C'est un pan de l'histoire de l'humanité dont nous sommes porteurs, dont nous sommes un produit, parce que nous sommes issus de cette histoire terrible de l'humanité. Racontons-la. Disons, mais c'est nous ça, et disons plus jamais ça. Nous avons, nous, un rôle à dire aux hommes de cette terre, et nous sommes, nous, intrinsèquement, des gens qui sont épris de justice et de liberté. Et profondément, nous sommes contre l'injustice, par essence que nous sommes nés dans de l'injustice, dans de l'inégalité, dans du racisme. Eh bien, nous sommes, nous, à mon avis, les premières personnes qui pouvons délivrer un message antiraciste, un message d'égalité, un message de fraternité, parce que c'est ça que notre histoire, justement, nous sommes nés contre tout cela. Et donc, c'est ça qu'il faut que nous mettions en avant. Je pense que nous avons, nous, à nous considérer comme des gens qui avons émancipé l'humanité sur ces questions précises de la traite, de l'esclavage, de la barbarie humaine, de la fraternité et de l'antiracisme. Justement, donc là, nous avons un message inbox de Félix depuis son iPhone 11 qui nous dit « Nous sommes une minorité ethnique sous domination de la France, les choix sont faits par d'autres. » Alors, Félix, je ne sais pas si c'est votre nom, mais par rapport à ce que disait tout à l'heure Emmanuel Gordien, nous avons aussi un rôle à jouer, mais quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de rentrer dans le combat, comme le disait Emmanuel Gordien, dans le combat. Est-ce qu'en disant ça, vous validez un état de fait et vous acceptez, ou vous dites ça pour proposer un postulat qui vous permet d'aller de l'avant dans le cadre d'une lutte personnelle, mais également qui peut être globale et générale? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, enfin, le postulat, pour moi, c'est ça. On est une minorité ethnique, on est dans l'ensemble français. Donc, tout le travail qu'on fait sur la mémoire, c'est capital. Mais M. Gordien disait qu'on a un message antiraciste, mais le message, c'est pas nous qui devons le porter, le message antiraciste. Ce devrait être l'ancien oppresseur qui devrait le porter. Nous, on est, vous voyez ce que je veux dire? Nous, forcément, on est antiraciste. Forcément, on est épris de justice, puisqu'on a été victime de tout ça. Donc, je pense que c'est l'autre partenaire de l'histoire qui devrait, sans qu'on le pousse à chaque fois, participer à ce message antiraciste que M. Gordien vient de souligner. Donc, on n'est pas tout seul dans l'histoire. On est là, on fait nos trucs, la mémoire, tout ça. C'est capital qu'on revendique, qu'on voit qu'on est là, mais il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Donc, et l'autre dans l'histoire, il veut plus intervenir, il veut tout effacer. Donc, tout le travail qu'on fait, c'est essayer de survivre, c'est de dire qu'on est là, qu'on est descendant d'esclaves et tout, mais l'autre partie de l'histoire, le meilleur scénario pour lui serait qu'on ferme notre bouche et puis
qu'on nous oublie, oublier tout ça. Et je comprends, mais nous, on doit être actif aussi, on doit être sur deux plans. Le plan de la mémoire, le plan de la réconciliation avec nous-mêmes, comme disait la dame tout à l'heure, mais on a aussi quelqu'un d'autre dans l'histoire qui pèse et qui peut nous contrarier dans notre avancement, qui peut, même par indifférence ou par manque d'action, nous empêcher d'aller là où on veut aller. Et qu'est-ce que vous aurez à faire justement pour aussi forcer un peu le barrage, parce qu'on a utilisé le terme, et utilisé ces combats. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait... Non, mais le fait d'avoir des actions, le fait de défiler, le fait de... comme je vous dis, moi j'ai été séduit par la marche dans Paris, là. J'ai vu ça sur Internet il y a quelques temps, c'est ça qui m'a fait adhérer. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça super, parce qu'on est là, on nous voit. Les Parisiens ou les gens disent mais qui c'est, qu'est-ce qu'ils font, enfin, parce qu'ils sont pas, chacun a ses problèmes, donc le problème de la communauté entre guillemets noire en France, ça intéresse pas beaucoup de choses, ça intéresse que nous qui sommes concernés. Donc c'est nous à nous faire voir, à méditer, à faire que nos préoccupations soient sur la scène médiatique, si on veut que l'histoire avance, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème de violence raciale, on dit unanimement, tous les médias, unanimement, politiques, sociologues, unanimement, tout le monde dit la France n'est pas raciste, la France, unanimement. On n'a pas une voix qui dit, enfin, moi, dans ce que j'ai pu entendre, d'ailleurs, on ne voit même pas les concernés donner l'avis. Il n'y a que la majorité du pays qui s'exprime dans les médias et qui dit mais non, la France n'est pas raciste, la France n'est pas ci, la France n'est pas ça. Donc si notre voix ne perce pas, on ira nulle part, quoi. C'est-à-dire que la réconciliation, elle est pour nous, mais elle est aussi pour l'ensemble du pays. Merci beaucoup, merci beaucoup Félix. Nous disons au revoir à Yann-Pierre et à Nadia qui vous rassurent que nous sommes une force. Alors, Philippe, l'idée n'est pas de détruire les statues pour détruire, l'idée c'est de mettre en avant nos héros, c'est notre combat. On a été envahi par les héros des autres, c'est l'une des raisons de notre déconstruction. Alors, pour cela, justement, elle ne construit pas des statues, mais elle travaille sur la réhabilitation des lieux symboliques, bien sûr, de cet esclavage, puisque c'était des anciennes plantations dans lesquelles il y avait des usines de transformation de la canne, etc., etc. Je me retourne vers Madame Chantal Dagnon, qui est consultante, et actuellement aussi, je me permets de me retourner vers vous, parce que vous travaillez justement avec d'autres partenaires, notamment le CM 98, sur la réhabilitation des moulins, le projet de la route des moulins. C'est aussi ça, s'approprier une mémoire, un héritage de cet esclavage et de la traite négrière. Chantal? Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, merci Bakary pour l'opportunité donnée de présenter finalement ce projet qui n'est que la traduction de tout ce que vous avez pu dire, de tout ce qu'on a pu échanger ce matin. L'idée, c'est de restaurer la partie de la mémoire, mais de symboliquement démontrer que le moulin, qui notamment dans la partie de la Caraïbe avait une histoire avec les habitations. L'esclavage en était certainement la racine. Mais aujourd'hui, on a simplement envie de montrer que l'histoire est aussi encore aujourd'hui, par la restauration de qui nous sommes, par la partie de l'identité, mais aussi par la volonté de pouvoir en donner une dynamique économique. Parce qu'on sait tous que faire vivre l'histoire, c'est aussi faire vivre l'économie. Et on sait très bien qu'autour des moulins à l'époque, il y avait une véritable économie, une véritable force vive. Donc notre projet consiste à pouvoir identifier les moulins. On commence par la Guadeloupe, effectivement, avec M. Gordien et d'autres partenaires, pour pouvoir, reconstituer l'histoire de ces moulins-là, et deux, identifier d'autres moulins dans d'autres îles de la Caraïbe. On est par exemple en relation avec des partenaires à Antigua et Barbuda, la Barbade également, pour commencer, et peut-être bientôt le Mexique, Saint-Kitts et Nevis. On essaie de trouver un dénominateur commun à l'ensemble de l'histoire de nos moulins pour démontrer que justement,
le moulin a encore toute sa place aujourd'hui, et je dis bien le moulin et ses habitations, et je me retourne un peu vers Emmanuel qui a bien insisté sur ce pan-là. Et l'originalité de notre projet, c'est qu'en plus de la Caraïbe, on veut en faire une correspondance avec l'Europe. Nous sommes en relation avec la Fédération française des moulins, la Fédération mondiale des moulins des Pays-Bas. L'histoire est différente pour leurs moulins parce qu'il n'y a pas cette antériorité de l'esclavage, bien évidemment, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des dénominateurs communs qu'il est nécessaire de pouvoir identifier. Donc, c'est un peu le travail titanesque, j'ai envie de dire, qu'on essaie de mener aujourd'hui, de mettre en musique, de mettre en coordination sur différents volets, le volet touristique, le volet mémoire et patrimoine, le volet aussi formation, chantier d'insertion, les nouveaux métiers autour de la sensibilisation, de la valorisation du patrimoine. Donc, c'est un projet multidisciplinaire. Et l'arrière-fond de tout ça, en tout cas pour la zone de la Caraïbe, reste bien effectivement ne pas oublier que ces moulins, s'ils sont là, ça va bien au-delà d'un bâtiment, d'un édifice, mais il y a toute une histoire derrière qui explique d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Merci Chantal. Donc, on retient que bien sûr aussi ce travail est important puisque les moulins aussi incarnent aussi une mémoire. Ça me rappelle ce que me disait un ami qui appartenait à l'époque au cercle césarien. Quand on se promenait au pied de la montagne, Pelé me disait, quand il marchait dans l'herbe, les brindilles sèches craquaient, en craquant, lui racontaient une histoire. Donc, ça veut dire que quel que soit ce qu'on touche, le symbole, tout à l'heure Philippe le disait, on ne détruit pas pour détruire, il faut aussi réhabiliter ce qui est à nous, donc pour se l'approprier. Alors, Louinel, estimable haïtienne, qu'est-ce que vous pensez justement de cette histoire, de cette question, pardon, de la mémoire Haïti? J'imagine par votre logo que vous êtes d'ascendance haïtienne. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que aussi c'est la même problématique que se passe aujourd'hui le 20 décembre à la Réunion, le 23 mars? Haïti, ça vous parle aussi? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. On vous entend difficilement. D'accord. Allez, voilà, là, vous entendez. D'accord. Ouais. Donc, en fait, chez nous, en Haïti, c'est un peu différent parce que bon, on est, nous, on a pris notre indépendance en 1904. Oui, ça grésille, ça grésille. Veuillez, voilà, ça grésille. Okay. Parlez, veuillez parler. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Superbe. Beaucoup mieux, oui. Oui, en fait, je disais que chez nous, c'est un peu différent parce que nous avons une histoire commune, dans le sens que nous avions aussi l'esclavage. En fait, Haïti a été colonisé à partir des années 1625. Donc, c'est à peu près au même moment que la Guadeloupe, la Martinique, etc. Donc, nous avons pris notre indépendance en 1804. Donc, l'esclavage est aboli en 1804 parce que Napoléon a voulu rétablir l'esclavage. Donc, il a organisé l'expédition, une expédition pour rétablir l'esclavage, arrêter les chefs noirs, tous ces Louverture, Dessalines, Henri-Christophe, etc. Il n'a pas réussi, malheureusement, il a réussi en Guadeloupe avec le général Henri, je pense, qui a pu rétablir l'esclavage. Donc, quelque part, il y a une différence entre Haïti et les pays, les autres pays des Antilles, ou de la Réunion, ou de Mayotte, etc. Donc, en fait, la question de la mémoire chez nous, en fait, c'est quelque chose, comment dire, en fait, l'esclavage, c'est quelque chose qui est de la mémoire de chaque Haïtien, en quelque sorte. Nous sommes construits avec ça. Moi, je suis un jeune. Dès mon plus jeune âge, mes parents, il y a des grands-parents qui nous racontent en fait les contes en Haïti, par exemple. Ça retrace l'esclavage dans les contes. Les soirs, dès 8 heures. Bon, maintenant, c'est un peu différent parce que tout le monde a un téléphone portable. Les anciens ne racontent plus les contes, etc., des choses comme ça. En fait, nous, on est travaillé par ça, en quelque sorte. Et, en dépit de nos problèmes politiques, socio-économiques, en fait, nous sommes fiers, en quelque sorte, de notre histoire,
notre négritude et de ce que nos ancêtres ont pu faire. Moi, j'ai toujours dit que, en fait, nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'ont fait et nos ancêtres. Oui. Après, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y, allez-y. Oui. En fait, j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, en fait, vous dites ce que vous avez votre avis. Voilà, Oui, donc c'est juste un prétexte pour vous faire parler. Mais en fait, effectivement, Haïti, c'est la grande sœur, bien sûr, de toute cette dynamique, ce mouvement d'émancipation, justement, des peuples opprimés à l'époque. Et comme vous dites, effectivement, la problématique n'est forcément pas la même, mais la mémoire, en tout cas, on a ça en commun. Emmanuel Gordien disait ça tout à l'heure, le plus petit dénominateur commun, il fallait le trouver. Et je pense que le fait que ces peuples aient été confrontés à un moment ou un autre de leur histoire à cette question d'esclavage et de la traite négrière fait qu'on est tous dans le même bateau, comme le disait tout à l'heure quelqu'un. Merci en tout cas. Merci. Oui. En fait, j'allais ajouter que, en fait, nous, on est toujours solidaires des autres pays. En fait, des pays qui veulent sortir du colonialisme et de l'esclavagisme. En fait, l'histoire d'Haïti, c'est ça. C'est une aide permanente à d'autres pays. Donc, Haïti, c'est un pays qui a aidé, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais avant même notre indépendance, nous avons aidé les États-Unis. 800 soldats haïtiens se sont rendus en 1779 aux États-Unis à la bataille de Savannah pour aider les États-Unis à se libérer des Anglais. Nous avons aidé les Vénézuéliens, les Colombiens, en fait, etc. Donc, Haïti, c'est ça, c'est l'histoire d'Haïti. C'est pour ça, moi, j'ai toujours cru qu'Haïti, c'est un pays qui est, en fait, c'est pas de moi, mais il y a un historien qui dit que Haïti, c'est Prométhée. Je ne sais pas si vous connaissez Prométhée. En fait, Prométhée, dans la mythologie grecque, c'est un dieu. C'est un dieu qui a donné la connaissance aux hommes en leur donnant le feu. Donc, il y a un historien qui a dit que Haïti, c'est ça. Haïti, c'est un pays, c'est Prométhée. Haïti est puni pour avoir donné la connaissance, parce que franchement, c'est Haïti. Peut-être que beaucoup de pays qui sont indépendants aujourd'hui. C'est la flamme de la liberté. Oui, donc c'est la terre de la liberté, c'est un peuple rebelle, etc. Qui a éclairé tous les autres peuples. Oui, depuis 217. Donc, Haïti est puni pour... Emmanuel, tu voulais dire quelque chose? Oui, une réflexion, parce que je suis obligé de vous laisser. Il faut que j'aille jusqu'à Capesterre-Bello, qui est à 60 km. Tout à l'heure. Merci Lionel, oui. Mais je voulais en tout cas dire à Lionel combien je suis heureux de l'entendre. Et par exemple, alors pour vous dire tout de suite, on va organiser une université populaire sur justement Haïti. Et c'est très bientôt, je crois que c'est le 19 janvier, on va vous inviter. On va faire passer le mot à Loïc qui organise tout cela. Et tout à l'heure, la question qu'a évoquée Mme Dagneau sur les moulins, si vous suivez bien la chose, par exemple, Haïti avait des moulins à bœufs, par exemple. Moi, j'imagine une route des moulins qui nous permet de raconter tout ça, de faire une étude, une histoire comparée de tout ça. Parce qu'en fait, on parle… Bien sûr. C'est des vœux… Mais ça en fait partie, Emmanuel, ça en fait partie. C'est justement ça, c'est identifier toute l'histoire de ces moulins de la Caraïbe et de pouvoir les refaire revivre et de leur donner du sens, justement avec les différentes origines entre les moulins à sucre et les moulins à bœufs, les moulins à vent, les moulins à eau. C'est là où il y a toute une richesse. Et quelle est l'idée derrière ça? L'idée, c'est que, et c'est ça qui me paraît le plus important, on parle tout le temps, oui, unité de la Caraïbe, mais ça peut pas être de la fiction. Il faut que ça repose sur quelque chose de solide, quelque chose qui nous unisse et qui éduque tout le monde, les Haïtiens, les Antillais, etc. Et on verra que le rapport, par exemple, entre l'Antillais et l'Africain, entre l'Africain et l'Haïtien, entre l'Haïtien et l'Antillais, il va changer du tout au tout. On aura un rapport qualitatif parce qu'on aura conscience qu'il y a une histoire extrêmement profonde qui nous unit, une histoire terrible, où chacun a ses torts, a sa part de tort. Il y a une histoire terrible qui nous unit, mais on décide de la sublimer, d'avancer ensemble avec ça. Et je crois que c'est à partir de là qu'il y a un message universel dont nous pouvons être les porteurs.
Et je pense que ça aussi, c'est vecteur de développement économique, comme l'a si bien dit tout à l'heure Mme Dagnon. On voit bien qu'en faisant éducation, on fait en même temps économie, on fait en même temps prospérité, on fait en même temps solidarité internationale. Et je crois que ce sont les mamelles du développement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire en termes de conclusion. On remercie encore vraiment beaucoup Loïc Laplagne de son initiative et on remercie aussi le modérateur. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais préciser, Emmanuel, oui, Loïc. Haïtien, antillais et réunionnais. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, Lionel, vous vouliez dire quelque chose? Ah bah, je remercie monsieur, je sais pas si monsieur Philippe, je sais pas si c'est lui qui. Ouais, en fait, pour son invitation, bien sûr, en fait, je serai là. On ne vous entend pas, Philippe. Ah oui, d'accord, ok. Allez-y, Lionel. Oui, en fait, j'accepte avec plaisir. Parce que moi, en fait, ces initiatives, je pense que c'est assez important. Parce que franchement, il y a un vrai problème. On ne se connaît pas bien. On ne connaît pas notre histoire. En fait, moi, je suis un jeune, à la vingtaine, moi, j'ai eu sur Twitter, j'ai eu un compte qui s'appelle Haïtianoute. C'est justement ça ce que je fais. En fait, nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Je pense que le rapprochement, c'est extrêmement important. Donc, nous avons tellement de choses en partage. Nous avons une histoire et puis nous avons même une langue, hein, parce que tout à l'heure, j'ai vu, en fait, c'est un journal, je crois, qui s'appelle Le Fanal, un truc comme ça. C'est un journal indépendantiste réunionnais. Mais je comprends le créole réunionnais alors que c'est à des milliers de kilomètres en fait de la Caraïbe. Donc, c'est-à-dire que nous avons tellement de choses en commun. Et malheureusement, nous ne connaissons pas. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important. Il faut que ces initiatives se multiplient. Et puis Bien comme sûr. ça, on Multiplions les initiatives. verra que nous ne sommes qu'un seul peuple en réalité, avec des différences, mais qui sont minimes par rapport à ce que nous avons de commun. D'accord, merci. Alors, le 51-43-43 était bien actif dans la première partie. Je voulais juste entendre justement son avis par rapport à tout ce qui a été dit, notamment l'importance du 20 décembre au niveau du calendrier mémoriel de la République et particulièrement l'île de la Réunion. Est-ce que vous nous entendez, le 51-43-43? Allez-y. Donc, c'est moi alors. Oui, bonjour Godjabi, bonjour à tous. Ah, vous connaissez mon nom, moi je ne connais pas le vôtre. Ah, sûrement, vous connaissez, la voix vous permettra de reconnaître qui oui, est là. Oui, j'ai repéré. Allez-y. Ce que je souhaite dire, je suis très, très heureux de cette émission puisque les différents intervenants nous ont permis de découvrir plein de choses que nous ne connaissions pas, en tout cas pour ce qui me concerne. Et je remercie donc l'intervenant de l'île de la Réunion et qui m'a permis de mieux connaître ce petit bout de terre dans les Mascareignes. J'écoutais, mais j'étais assez passif parce que je vois que tout est à construire. J'ai entendu donc l'intervenant du CM 98. Je me rappelle de cette, disons, lorsque ce mouvement s'est mis en route. J'étais donc à Lyon, président de Radio Sun FM. J'ai été contacté. Il a fallu faire un travail ici à Lyon pour que nous soyons mobilisés, qu'on soit sur le terrain, qu'on puisse aller à Paris et faire cette marche. Je me rappelle en tant que journaliste, puisque j'étais sur cette manifestation en tant que journaliste, que j'avais interviewé Yannick Noah. On était tous les deux, Georges. Pardon? On était tous les deux pour l'histoire. Ah oui, bien sûr. Et je me rappelle donc de ça, donc des mots qu'il m'avait répondu lorsque je lui demandais qu'est-ce qu'il pensait de ce que a pu être l'esclavage. Il m'avait tout simplement dit qu'il n'avait aucune idée de l'esclavage, mais il se sentait concerné et il sentait tout à fait normal qu'il soit sur le terrain, en tout cas dans la manifestation,
avec effectivement ce que tu as dit, la centaine de mille, hein, puisque nous étions à peu près 80 ou 80, près de 90 000, et tous nous étions surpris, mais tous nous étions animés par la même volonté d'exprimer ce que nous considérions être notre droit. Parce que 150 ans, ce n'était pas n'importe quoi, et on avait entendu tout et n'importe quoi. On ne savait pas ce que c'était que cette solidarité dans l'union, dans l'action d'une manifestation. Et on s'est rencontrés, on a discuté, nous avons échangé, et ensuite nous sommes arrivés à la place de la Nation. J'ai vu tout un tas d'élus de l'outre-mer, hein, que ce soit des Antilles ou de la Réunion d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être moins de la Réunion, puisque effectivement, comme ça a été dit, on a le sentiment qu'il n'y avait pas cette... Il manquait ce côté rebelle du peuple qui souhaitait vraiment affirmer ce qu'il ressentait. Et là, actuellement, je suis content, je suis fier d'entendre les Réunionnais, en tout cas les jeunes, la nouvelle génération, lorsqu'elle s'exprime. Et l'intervenant, le premier intervenant que nous avons eu, démontre qu'effectivement, il y a une vraie envie des Réunionnais d'être dans ce grand concert, hein, de l'outre-mer. Et voilà, je crois que quelque part, ce matin, on a découvert que nous avions des combats à mener et que nous ne sommes qu'au début, parce que M. Gordien l'a bien dit, hein, nous avons une histoire, nous avons tout un tas de combats encore à mener. Nous avons vu avec les moulins, tout ce qui fait partie de notre patrimoine, hein, tout ce qui est à valoriser, à montrer que nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des gens qui avons réellement une volonté, non pas d'être seulement, comment dirais-je, des militants de toute nature, mais nous sommes aussi des gens qui ont envie de grandir, des gens qui ont envie d'affirmer une volonté d'avancer, d'être dans l'espace, d'être reconnus, d'être mis en valeur, parce que nous avons vraiment cette capacité d'être... tout ce que on laisse supposer de l'image que nous sommes censés donner, quoi. Voilà. Merci, Georges. Alors, tout à l'heure, je prends la perche que tu me tends. Tout à l'heure, Félix disait que, par exemple, sur les grands plateaux ici en France, le racisme n'existe pas, l'esclavage, à la limite, passe pas très souvent. Quid des médias, le rôle des médias dans la communauté? En tant qu'ancien responsable d'un grand média afro-caribéen en France et homme de médias, communicateur, quel est le rôle, quelle est la responsabilité justement des médias par rapport à ce travail de mémoire? C'est compliqué parce que nous savons que nous avons plus que, c'est vrai, le terme mass média, voilà, tous ces termes qui ne sont pas toujours interprétés, disons, dans le sens qu'ils devraient l'être. On voit que les grands reporters, ceux qui réellement prennent des risques, ils font un métier très difficile, mais très riche et peut-être très porteur, puisque ça permet au monde d'évoluer, ça permet des fois ils arrivent à des solutions qui sont peut-être à la base inimaginables. Pour ce qui nous concerne, on voit qu'ici c'est un combat très difficile, parce que lorsque ce média afro-caribéen, parce que c'était une première, lorsque Sun FM à Lyon a été mis en place, ça n'existait pas. Et on pensait que c'était impossible, que les Africains, les Antillais, en tout cas qu'on puisse construire dans l'interculturalité, parce que c'était cette volonté d'échange, de partage, de découverte, voilà. Et je pense que le média, tel que toi, Gabi, je me souviens, quand tu étais étudiant et que justement tu essayais de faire refléter comment dirais-je, cette voix africaine, faire découvrir
ton pays ou l'Afrique, le continent africain, c'est pas toujours perçu tel que toi, le porteur, veut faire passer le message, quoi. Et nous avons encore beaucoup de travail. Et ce travail aujourd'hui, ce travail qui est réalisé aujourd'hui par vous, toi, Loïc, et puis tous les intervenants, et laisse beaucoup d'espoir, puisque pour ceux qui justement ont découvert cette émission et qui ne connaissaient pas, même moi, hein, je suis le premier à considérer que la Réunion, on entend parler, je ne connais pas la Réunion, je ne connais pas l'histoire de la Réunion, je ne connaissais pas, tu vois, on nous a parlé de Schellcher et on pensait que c'était Schellcher qui était à l'origine de toutes les abolitions, alors que là, j'ai appris qu'il y avait un autre porteur, un autre médiateur, quelqu'un qui... Voilà. Et je crois que tout cela est important et ce n'est qu'un début. Et je crois qu'on doit continuer à travailler dans ce sens, à permettre aux médias, aux journalistes de faire un travail qui soit un porteur utile et important pour l'avenir. Merci Georges, merci. Alors voilà, c'est sur ce message-là, peut-être que nous sommes maintenant 13 autour de ce panel. Dans quelques jours sur Noël, les 13 apôtres, voilà, c'est le lien avec le symbole. Voilà, merci Philippe d'avoir réagi par rapport à ma blague à 2 balles. Alors, nous allons faire un dernier tour de table hein, pas pour conclure, mais pour en tout cas ouvrir des perspectives, des brèches sur ce qu'il faut à faire, parce que tout le monde aujourd'hui salue le travail initié par l'Observatoire lyonnais, n'est-ce pas, dirigé par Loïc Laplagne, et comme l'ont souhaité la majorité, presque tout le monde, qu'on puisse avoir d'autres moments comme ça. Philippe, je vais commencer avec vous. Quel est le dernier message donc, qui va finir avec l'année, mais ouvrir avec la nouvelle année et de très belles perspectives, toujours sur ce combat, cette démarche dans le travail de mémoire de l'esclavage et de la traite? Bon, moi, je pense qu'il est très important d'informer, de ne pas arrêter d'informer les plus jeunes, de les éduquer à notre histoire. On voit que encore notre jeune haïtien là, qui essaie de porter des messages. Et effectivement, moi, en tant qu'étudiant, j'avais observé ce gouffre et je vois que ce gouffre s'agrandit. Alors, il faut continuer à travailler dans ce message de culture, essayer d'éduquer les plus jeunes de façon à transmettre cette fibre, cette reconnaissance de nos ancêtres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Philippe, merci. Alors, il nous a rejoint en cours de route. Mehdi, vous n'avez pas encore intervenu, c'est aussi pour ce tour de table. Est-ce que quel est le message? C'est incroyable quand même. Tu es là, tu écoutes tout là, on va vous machin. Mehdi, vous avez la parole. Mehdi n'est pas là. D'accord. Alors, Martine, est-ce que vous avez, pour finir, Mehdi réagit. Mehdi, dites-moi, est-ce que de tout ce que vous avez entendu, vous n'êtes pas encore intervenu, c'est l'occasion, est-ce que vous pouvez, dans une perspective bien sûr de bien finir cette année et cette conférence et d'ouvrir sur l'année 2021, qu'on espère sur de meilleurs auspices, qu'est-ce que vous avez à dire justement sur ce travail mémoriel qui nous unit aujourd'hui autour de cette émission? Alors, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Je veux juste dire que je suis actuellement sur Paris. Je suis parti du CM 98 aussi, comme Josélie, comme Emmanuel Gordien. Je vais juste dire que je pense que tout ce qui a été dit, ce sont des choses très importantes et qu'il faut que ces choses-là soient répétées, re-répétées, parce que les générations changent, grandissent, ont tendance à... Enfin, nos anciens connaissent les choses et les jeunes qui arrivent ne connaissent pas. Les anciens savent les choses, mais on a tendance à ne pas savoir les transmettre aux jeunes. Et notre jeunesse a besoin de ces repères. Voilà, c'est mon souhait. C'est mon souhait par rapport à tout ce que j'ai entendu.
En tout cas, c'est un souhait qu'on partage aussi avec vous, puisque vous êtes revenu au bon moment, Marie-Thérèse. Est-ce que vous pouvez toujours dans ce dernier tour de table, avant de finir, nous dire quels sont vos vœux, vos souhaits, vos envies, mais également pour ce qui est de la lutte, du combat que vous menez, des actions que vous menez, comment est-ce que vous voyez l'avenir sur l'échiquier mémoriel au niveau de la traite et de l'esclavage? On ne vous entend pas. Hein? On ne vous entend pas, Marie-Thérèse. Je ne vous entends pas. Réactivez votre micro-voix. Ah, on a un problème avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas le casque, peut-être, non? Le casque. Ah, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Là oui. Donc là, voilà. Et pour finir, je vais conclure. Oui, de passer à des actions pour commémorer, de faire quelque chose de nouveau, quoi. C'est ce qu'il faut faire, quoi, de toute façon. Et je rejoins, pour tous les dires que je n'ai pas entendu et que je viens d'entendre, c'est de passer des actions, de penser à la nouvelle génération, puisqu'ils ont besoin de repères, et d'honorer les anciens, parce que je pense que leur travail, leur souffrance, enfin tout, c'était que pour que nous puissions faire quelque chose. C'est pas ça, si, c'est ça. J'arrive à comprendre parce qu'en France, ce qui se passe, hein, c'est vrai. Il y a une chose aussi qui a été soulevée par Fabien, qui était là et qui est parti aussi, c'est qu'en France, on nous fait commémorer le 14 juillet, ce fameux 14 juillet. Je disais, mais au moment du 14 juillet, on n'était pas enchaîné à ce moment-là, le 14 juillet. Et pourquoi on nous demande de fêter ça des années plus tard? Ça, c'est la bonne question aussi. Enfin, la bonne question, il faudrait ressoulever ça aux nouvelles générations. Les nouvelles générations, il faut les laisser parler aussi, puis ils ont besoin de poser des questions autres que Valentin, et puis non, faire des tables rondes, ou enfin voilà, des actions pour que les jeunes puissent s'impliquer pour l'année d'après, quoi, et les années suivantes. Voilà. Mais je remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, et aussi, allez, deux mots sur le combat qui est le vôtre, c'est aussi en même temps, Valentin le dit tout à l'heure. Ah oui, pour les enfants de la Creuse, oui. Je fais un bref, hein, parce que je ne suis pas du tout membre de la FED, de la Fédération des enfants déracinés. Pourquoi? Parce que je trouve que leurs actions, c'est trop politisé, c'est trop politique, et ça ne m'intéresse pas du tout. Et comment on appelle ça, pas les récompenses, mais comment on dit ça, l'acte de mémoire qu'ils ont fait là cette année, là, au mois de décembre. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux dans le sens de la réconciliation. Pourquoi se réconcilier avec un peuple? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'a fait ce peuple, ce peuple réunionnais, pour qu'ils puissent avoir des litiges avec ceux qui ont migré, là. Et pour moi, là, j'abrège, hein. Je suis en train d'écrire un essai sur la migration, sur la migration réunionnaise, pas que les enfants. Je suis en train d'écrire un essai. Donc, un essai, on sait que c'est une question que je me pose, je vais répondre. Et puis de pouvoir le publier, et puis que ça suscite aussi des questions et ressoulever les non-dits, quoi, par rapport à la migration réunionnaise dans les années 60. Voilà. Tenez-nous au courant. Et ensuite, j'espère qu'on m'aidera pour le... Tenez-nous au courant. Voilà. Mais je vais faire ça surtout pour susciter d'autres réflexions qu'il n'y a pas en ce moment. D'accord, merci beaucoup. On espère être tenu au courant justement pour les travaux que vous êtes en train d'initier, et certainement on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Alors, Martine, je me tourne vers vous. Aussi vos vœux, vos souhaits et vos perspectives pour le futur. Vous êtes là? Écoutez, d'abord, merci beaucoup. Déjà avec un sourire, c'est encore mieux. Oui, merci effectivement pour tout ce qui a été dit, pour toutes les bonnes énergies dont vous êtes tous porteurs, ça me touche infiniment. Moi, je me sens confortée dans la conviction d'un travail intime, thérapeutique qui est à faire,
Après, il peut se décliner au niveau créatif, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Et je pense que chacun a ses propres centres d'intérêt, ses propres compétences. Et moi, je me sens renforcée dans la joie de la connexion à mes ancêtres. Pour moi, ça passe par des voies plus, je dirais peut-être plus intérieures, la conscience de qui l'on est, du chemin parcouru, la connaissance de soi, l'expression artistique, la danse, le corps. Voilà, je me suis formée en art-thérapie, danse-thérapie et tout ça, et je suis infirmière, et c'est vrai que je pense qu'il y a des trésors à mettre au monde, à la fois dans le concret, et dans le subtil, dans l'intime. Voilà, donc simplement que vraiment, vraiment du fond du cœur, que tout soit bien. Voilà, et merci encore. Merci à vous. On va tout faire pour que tout soit bien, en tout cas, ne serait-ce que pour la mémoire de nos ancêtres qui, comme le dirait Emmanuel Gordien, qui ont souffert le martyre de l'esclavage et de la traite. Marianne G., je viens vers vous. Est-ce que vous avez un mot aussi pour bien finir ce palabre, cet arbre à palabre qu'on a initié depuis ce matin? Vous êtes là, Marianne? Alors. Marianne n'est pas là. Alors, je reviens à vous, Lunel. Ah, elle ne peut pas mettre son micro. Elle ne peut pas mettre son micro. Voilà, elle nous remercie. Nous aussi, on vous remercie énormément et nous aussi, on a apprécié votre présence. Merci beaucoup pour le message. Lunel, est-ce que vous pouvez nous donner des perspectives? Oui. On vous écoute. Oui. Là, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. D'accord. Oui, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que l'on doit continuer à porter notre message, en fait. On doit continuer à réaliser des activités comme ça. Et puis aussi, bon, après, il y a des gens qui se plaignent de la dimension politique comment dire, de ce que nous portons, mais ça doit être politique, parce que par nature, pour moi, c'est politique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Il y a des groupes, il y a des communautés, par exemple en France, pas qu'en France, mais bon, presque partout. Il y a les Juifs, par exemple, et qui, à raison, ont réussi à convaincre des sociétés entières de la Shoah, de ce qu'ils ont subi. Moi, c'est à raison. Mais alors que nous, les Noirs, nous qui avons subi l'esclavage, qui est une barbarie indicible, mais en fait, c'est pas comparer les deux situations, hein. La Shoah et l'esclavage, pour moi, c'est deux barbaries, mais on dirait que nous, on est très mal compris. Je sais pas, mais il y a quelque chose à faire. Donc là, c'est là la dimension politique, en fait. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, il faut peut-être je sais pas moi, par exemple en France, à l'Assemblée nationale, il faut des députés, il faut au Sénat des sénateurs qui soient capables de porter le message et faire en sorte de voter des lois et de proposer des lois pour que, évidemment, je crois qu'en France, il y a en 2000 ou 2001, je ne me rappelle plus, il y avait une loi sur l'esclavage, c'est très bien, mais j'ai l'impression que comment dire, que notre souffrance, que ce que nous avons connu comme méfait, tout ça n'est pas reconnu à sa mesure, à mon avis. Donc c'est pour ça que nous devons continuer à nous battre pour que le passé soit reconnu, mais aussi pour que le présent soit meilleur, parce que aujourd'hui les communautés antillaises, les Noirs de manière générale, on n'est pas, comment dire, on n'est pas toujours bien traité, presque partout hein, dans le monde. Mais bon, c'est-à-dire que c'est extrêmement important, il faut continuer à se battre, à faire des choses comme ça, à interpeller les dirigeants pour que ça change, et ça doit changer. Voilà, il faut que ça change, ça doit changer. Merci, Lunel. Est-ce que Félix est là avec nous aussi pour parler de perspective? Félix, vous êtes là? Oui, je suis toujours là, oui. On vous écoute. Oui, j'écoute avec attention parce que j'aime les arbres à palabres
voilà, puissent entendre et peut-être s'intéresser à ce qui se dit et puis se joindre à la conversation. Donc là, je pense que ce qui manque aux minorités, je reprends le terme, c'est de pouvoir que leur voix, que leurs désirs, que leurs aspirations éclatent auprès du plus grand nombre qui ignorent peut-être qu'on en a. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est mon souhait, c'est qu'il y ait de plus en plus d'arbres à palabres et que ça puisse, que tout ce qui se dit puisse s'entendre et ramener au fur et à mesure des gens autour de l'arbre pour palabrer. Voilà. Merci beaucoup. L'arbre sera encore beaucoup plus grand les prochaines fois et on espère, comme vous le dites, ce ne sera pas que cette fois-ci. Donc, le message est retenu par Loïc Laplagne, président de l'Observatoire de Lyon de la vie des originaires des Outre-mer. Oui, Josélie, est-ce que aussi vous avez un mot pour la suite du combat qui n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Donc vous l'avez bien affirmé, depuis 21 ans vous êtes dedans. Aujourd'hui on a aussi posé un acte majeur. Qu'est-ce que vous avez à dire pour l'avenir et la suite? Alors, merci de me donner la parole. Donc, déjà, je vous remercie à vous hein, d'avoir animé envers et contre tout, effectivement, cette conférence. Hein. Je vous remercie, Bakary. Également, je voudrais saluer. On ne vous entend plus. Josélie? Et là, vous m'entendez? Oui, là, oui. Voilà, excusez-moi. Donc, oui, je disais que j'ai commencé déjà par vous saluer et vous remercier effectivement d'avoir animé cette conférence envers et contre tout, hein, à vous, Bakary. Mais je voudrais également saluer donc, les intervenants qui n'ont peut-être pas tous pu prendre la parole, malheureusement. Hein, mais je voudrais quand même saluer Nathaniel Fontaine, Bruno Maillard, même si on ne l'a pas entendu longtemps, mais surtout Valentin Chambon, qui m'a beaucoup appris. Donc notre président du CM98, Emmanuel Gordien, Hamza Boukari et Loïc Laplagne. Donc je vous remercie également, je remercie l'initiative de l'association de l'association Héritage, Art et Mémoire pour cette initiative. Et ce que j'en ai retenu, c'est qu'effectivement, il est vraiment important que l'éducation soit faite, l'éducation populaire, parce que comme disait Philippe, on ne peut pas tout demander à l'éducation nationale. Les professeurs ne sont pas forcément formés à ces questions d'histoire qui touchent une partie de la population française, même si pour nous c'est important, c'est vrai, mais nous devons relayer auprès de nos enfants, auprès des jeunes et relayer par les universités populaires et par les arbres à palabres et les moments comme ceux-là pour pouvoir effectivement partager, pour pouvoir mettre en perspective nos histoires communes, puisque au final, on s'aperçoit bien que les descendants d'esclaves effectivement originaires de Guadeloupe, de Martinique et Guyane, et même finalement d'Haïti, hein, merci Louis-Nel, d'Haïti, finalement, on s'aperçoit que ce petit dénominateur commun, il est bien là. On a vraiment besoin de connaissances d'histoire, de connaître effectivement, de s'appuyer sur le travail des historiens et de populariser effectivement et de mettre en lumière ces histoires afin d'apaiser les peuples déjà. Et puis surtout, il faut se mettre d'accord et se mettre bien dans la tête que de toute manière, le combat, c'est nous-mêmes qui devons le porter, qui devons le mener. Et si ce n'est pas nous-mêmes qui prenons en main ce besoin de nous affirmer, d'affirmer et d'honorer effectivement la mémoire de ceux qui ont souffert, c'est pas l'État qui va le faire. Il faut obliger l'État à le faire. Il faut accompagner effectivement les associations, mais ne pas attendre. On ne nous donnera rien si nous, on ne va pas le chercher. Et quand bien même, pour certains, l'esclavage se serait arrêté en 1848, eh bien non, parce qu'on s'aperçoit bien, moi j'ai appris par
grâce à M. Chambon. Et effectivement, il y a des choses dont on entendait parler pour la Réunion, en ce qui concerne les stérilisations, les avortements, le bimidum qui a frappé tous les départements, toutes les anciennes colonies, la domination du béquet, du gros blanc encore, en parallèle avec celle de la Martinique, le crime contre l'humanité que représentent toutes ces choses-là et qui perdurent, et sans compter même de la transplantation, de la déportation des enfants de la Creuse sans l'accord de leur famille, ou alors avec l'accord de leur famille, mais on sait un peu comment ça s'est passé. Et donc, on remarque bien que les divisions qui existent déjà dans nos départements antillais, ce sont les mêmes divisions qui existent dans votre Réunion. Donc, il y a bien des choses qui nous unissent, qui nous touchent et qui nous touchent nous. Alors, comment vous voulez que la nation dans sa globalité soit touchée si nous-mêmes, on ne se réapproprie pas tout ça, toutes ces choses-là qui ont marqué nos histoires communes, et qu'on ne les mette pas effectivement en avant en disant écoutez, stop. Voilà. Et pour conclure, j'ai bien aimé ce qu'a dit Marie-Thérèse tout à l'heure quand elle disait mais pourquoi ils veulent qu'on commémore le 14 juillet alors que le 14 juillet en 1789, nous étions, nous, encore sous le joug de l'esclavage. Donc ça, c'est pertinent, mais c'est bien de se poser ces questions-là. C'est bien de se poser ces questions-là parce qu'en fait, remarquez bien, pour toutes les femmes de France que nous sommes, pourquoi on devrait effectivement commémorer le 14 juillet? Parce que à ce moment-là, les femmes, effectivement, même qui ont lutté pour que la France devienne une nation républicaine, enfin, qu'il n'y ait plus de monarchie en tout cas, il y avait des femmes, effectivement, sur les barricades. Mais pour autant, ces femmes-là n'ont obtenu le droit de vote que longtemps après. Donc, on pourrait se poser ces questions-là aussi. Pourquoi nous, en tant que femmes, on devrait aller au 14 juillet? Alors donc, moi je me dis, pourquoi nous, en tant que descendants des colonies, devrons aller au 14 juillet? C'est parce qu'actuellement, nous sommes des départements français, nous appartenons à la nation française, et tout est une question de politique, comme disait Louis Nel. Il faut pouvoir effectivement regarder ces situations qui sont complexes de manière politisée, politique, puisque de toute manière, il faut se dire que les décisions qui ont été prises, aussi bien de déporter des enfants, de déporter un peuple d'Afrique vers les colonies, de mettre en place le bumidum, et même de décider quelles étaient nos dates de commémoration d'abolition, ce sont des décisions qui sont politiques. Donc, il ne faut pas avoir peur, et je pense qu'il faut, à un moment donné, qu'il faut se mouiller. Il faut que nos enfants deviennent des historiens, des chercheurs, des ethnologues, mais également que nous prenons notre place en France dans la politique. Il n'y a que comme ça que nous, on deviendra une force tous ensemble, les descendants des colonies, et qu'on pourra effectivement, on pourra se mettre en avant et défendre la mémoire des nôtres. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, et il ne faut pas attendre. Les autres ne le feront pas à notre place. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup, encore. Josélie, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et Mandela le disait, faire pour moi sans moi, c'est faire contre moi. Et donc, je crois que aussi, c'est important de pouvoir saisir ce message-là. Alors, on retourne à la Réunion. Fatima, merci pour les photos, des très belles photos que tu nous as envoyées, que tu m'as envoyées. Et Fatima, pour finir, justement, tu dirais quoi? Franchement, j'ai énormément appris. Je te remercie beaucoup, Bakary. Et puis les photos, je ne suis pas bonne photographe, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je voulais dire que c'est vraiment super s'il y a encore d'autres thématiques de ce genre. Parce que dans l'idée, comme toi tu le sais, Bakary, j'ai créé donc une radio qui s'appelle FMI Radio, le média de l'océan Indien et de l'Afrique. Parce qu'en vérité, nous ne connaissons pas grand-chose justement de nos frères d'ailleurs. Et je trouve qu'à travers des thématiques comme ceci, ça va nous permettre d'apprendre plein de choses sur l'histoire de ceux qui sont partis en Amérique et tout ça. Et j'espère que, je vis que c'est enregistré, mais je ne sais pas si au début ça a été enregistré, et si tu peux avoir le son et qu'on fasse des thématiques et qu'on puisse les diffuser à la radio, vraiment ça serait
génial et je remercie tout le monde parce que c'était super long, mais j'ai beaucoup appris et j'espère que je continuerai à apprendre de toutes ces belles personnes qui étaient là aujourd'hui et bien d'autres qui arriveront par la suite. Merci Fatima, c'était l'objectif. Alors, mais malheureusement, avec ces interruptions, on n'a pas pu programmer l'enregistrement. Mais une prochaine fois, on veillera à ce qu'on puisse revivre ces moments très importants. Merci d'avoir souligné cela. Alors, donc, Chantal aussi pour revenir sur des perspectives, mais également les vécus. Hein. Tout à l'heure, on a parlé du volet économique aussi du travail mémoriel qui est important. Alors, autour du projet de la route des Moulins, Chantal, pour les perspectives. Alors, nous, très clairement, aujourd'hui, 2021 est l'occasion renouvelée de pouvoir avancer sur tous ces sujets. Ce sont des sujets récurrents. J'ai entendu tout à l'heure, on disait justement qu'il faut répéter, c'est bien ce que j'aime. Et moi, j'ai envie de prendre le défi finalement qu'en 2021, on puisse arriver à enfoncer une pierre de plus, poser un caillou de plus, poser des jalons de plus et à travers cette route des Moulins, en tout cas, j'espère y pouvoir y contribuer avec l'ensemble de mes partenaires sur le sujet et démontrer que c'est vraiment ce qui m'anime, c'est l'histoire, le patrimoine et l'économie, parce qu'on ne fait pas suffisamment le lien avec l'histoire économique, mais pour avoir l'habitude quand même de parler avec les politiques, tout politique, dès lors qu'on lui parle de l'histoire de la mémoire, il l'entend politiquement, mais ne se sent pas concerné, mais dès qu'on y rajoute des chiffres, dès qu'on y rajoute de l'économie, dès qu'on y rajoute un impact sur le territoire, tout de suite, le regard change. Et je pense que 2021, c'est l'occasion de ça. Cette crise Covid permet de renouveler plein de choses, on est dans de nouveaux paradigmes, donc c'est l'occasion aussi, je pense, de pouvoir aller sur de nouveaux paradigmes sur le sujet de la mémoire et le respect de cette identité, de notre histoire qui est la nôtre. Merci Chantal, merci. Alors, Georges, tu es où là, Georges? Toi, tu n'es pas à Lyon, on dirait. Si, je suis à Lyon. Hein. Ah bon, d'accord. Oui, je suis bien à Lyon, oui. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour des perspectives dans la foulée de tout le monde? Oui, perspectives, comme tu dis. En tout cas, il y a la crise du chlordécone, il y a, on a parlé des enfants, donc les enfants réunionnais, je perds mes idées. Je dis qu'il y a eu le scandale, et ce que je souhaite, c'est que pour l'avenir, nous soyons encore plus vigilants. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis très fier d'avoir participé à cette rencontre ce matin, parce que j'ai appris énormément de choses. Et pour l'avenir, je souhaiterais que ça puisse se renouveler. Parce que quelque part, j'ai compris qu'il y a une solidarité à renforcer entre, on va dire, tout ce qui est outre-mer, parce qu'on a compris que nous avions un peu le même passé, nous avons la même histoire, et que nous étions effectivement isolés chacun dans notre coin. Ce qui veut dire qu'on mène nos combats de façon isolée, mais il nous manque les éléments principaux pour pouvoir avoir suffisamment d'atouts pour réussir. Il y a une chose importante que je voulais souligner, c'est la méthode. On a compris qu'on avait un passé, et par exemple, pour revenir sur la Réunion, qui était un peu à l'origine de cette rencontre, on parlait des CAF. Et on comprend qu'on a entendu les intervenants dire on ne comprend pourquoi est-ce qu'on avait pris cette référence, et on comprend bien que l'origine même de l'esclavage, en tout cas c'est mon interprétation, ce sont les CAF. C'est eux qui après on voit qu'il y a eu les autres communautés, puisqu'on a eu les Indiens, on a eu les Chinois, on a les Arabes qui étaient peut-être déjà là, puisque la Réunion c'est cette terre que personne n'a dit qui était là, quoi. En fait, quand on parle des Mascareignes, on parle de tout ce que l'on veut, mais on ne dit pas. Il y a toujours eu des peuples primaires qui étaient dans ces espaces. Et quelque part, ça a toute son importance. Mais je pense que les CAF, c'est peut-être on va dire ceux qui ont mené les combats, qui ont permis de libérer, comme
chez nous, hein, dans les Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, il a fallu bien qu'on commence à prendre les mesures qu'il fallait pour se libérer de nos souffrances, de se libérer du système esclavagiste et ainsi de suite. Voilà. Et c'est un peu ce que je souhaitais dire, puisque j'ai entendu, on a l'impression que quand même, d'un point de vue historique, peut-être que c'est plus compliqué et qu'il y a un travail de fond à mener pour pouvoir étayer ça, disons, d'une façon beaucoup plus historique. En tout cas, voilà, Bakary, je crois que je suis très satisfait de ce moment passé avec vous. Je crois que nous avons des acteurs très intéressants qui sont là, qui sont au travail. L'intervenante juste avant moi, Loïc et ainsi de suite, et tous ceux qui, Patrick et ainsi de suite, j'ai vu qu'on a impliqué les étudiants hein, qui sont un peu notre avenir et qui, quelque part, c'est quand ils sont justement en action qu'ils ont la force, la dynamique la plus intéressante pour pouvoir mener les combats qui sont les nôtres. Donc voilà, c'est ça. Et donc je pense qu'il faut qu'on réactive ça, ou en tout cas qu'on le fasse entendre, de façon à ce que nous puissions être encore plus forts demain. Voilà, merci beaucoup Georges. Juste pour rappeler, tu l'as mentionné rapidement, l'histoire des enfants de la Creuse. Tu te rappelles, au début des années 2000, on a fait un travail énorme. Toi avec ta radio, moi avec la mienne, justement en faisant la promotion d'artistes autour d'un album justement pour chanter justement cette douleur, cette détresse des enfants de la Creuse. N'est-ce pas Georges? Oui, bien sûr. D'autant plus que j'ai connu différentes personnes hein, qui ont été victimes de cette, disons, de cette déportation et qui ont vécu très, très, très mal et qui quelque part, étaient soulagées, libérées lorsqu'elles ont appris ou bien lorsqu'elles ont peut-être pas participé hein, au procès qui se sont faits, en tout cas à la régularisation de cette situation. Mais en tout cas, voilà, c'était un élément important dans l'histoire de la Réunion. Et ce que je souhaite, c'est que justement, les Réunionnais soient encore beaucoup plus impliqués. Parce que là, c'est vrai, c'est un plaisir, c'est réellement quelque chose qui me fait chaud au cœur d'avoir entendu les intervenants de la Réunion ce matin. Parce que quelque part, on a le système colonial nous avait, et l'assimilation nous ont tellement bien écrasés qu'on a l'impression qu'on n'arrivait plus à s'exprimer, on n'avait plus cette capacité de pouvoir dire ce qu'il fallait dire et de se donner les moyens de faire ce que nous devions faire. Voilà. Et là, on a l'impression que c'est un renouveau et que quelque part, on va aller vers des forces nouvelles qui vont nous permettre d'être encore plus unis. C'est vrai, parce que quand il y a les interconnexions des Outre-mer, de l'Afrique et d'Haïti, surtout la terre-mère. Et moi, je crois que c'est important. C'est tout cela qui est capable. Voilà. Merci, Georges. En tout cas, la perspective est toute ouverte. Alors, Félix, vous êtes encore avec nous? Félix? Oui. Ben, je préférais quand vous étiez à l'image tout à l'heure. Ah bon? Attendez, bougez pas. Je suis toujours là. OK. Voilà. Voilà, je vous vois. Allez-y. Donc, j'avais déjà fait ma conclusion tout à l'heure. Hein, j'avais déjà tout dit. Bon, super alors. Si vous avez tout dit, c'est bien. Donc, voilà, en tout cas, mais je remarque simplement que toutes les déclarations à cette fin de réunion sont aussi intéressantes et amènent beaucoup de débats. En fait, on fait pas de conclusion là. On est en train de mettre les pieds dans le plat. En fait, je vois. Il y a plein de choses que le monsieur vient de dire et que la dame de CM98 a dit tout à l'heure, qui est déjà une ouverture pour des dizaines et des dizaines d'autres arbres à palabres. Donc, alors que c'était une conclusion. Donc, c'est une conclusion qui s'ouvre sur plein de choses. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Merci Félix, merci. En tout cas, ce que nous, on a essayé, c'était, comme on l'a bien compris, c'est à l'initiative de l'Observatoire de Lyon de la vie des originaires des Outre-mer, à travers sa commission Histoire, Art et Mémoire, dont Loïc est le président. Nous avons tenté. J'aimerais faire mon mot de fin. J'aimerais aussi. Permets-moi. J'attends, ça fait 4 heures. 4 heures qu'on est en débat. Tu ne m'as jamais donné la parole. Attends, j'arrive vers toi. Tu m'as squeezé.
Tu t'es dit, il est en Guadeloupe, on n'en a rien à faire. Loïc, j'arrive vers toi, arrête de faire ton je monopolise. Voilà, j'arrive. Donc, nous avons tenté avec nos différents panels, même si Loïc n'a pas été souvent sollicité, de comprendre la symbolique de cette journée. Il a dit s'occuper de la technique, du hacker, de tout. Mais la journée du 20 hormis décembre. cela, je n'ai pas pris la parole. La journée du 20 décembre à l'île de la Réunion. Donc, il revient à tout seigneur, tout honneur. Si tu avais attendu, tu aurais entendu cette phrase. Il revient à tout seigneur, tout honneur. Donc, Loïc Laplagne, organisateur de ce panel, de maintenant, pas un mot de la fin, mais d'essayer de faire une petite synthèse de ce qui a été dit et aussi de lancer des perspectives dans le cadre, bien sûr, des activités de l'Observatoire de Lyon de la vie des originaires des Outre-mer à travers la commission Histoire, Art et Mémoire. Loïc, à toi. Oui, donc oui, en effet, là, c'est enregistré. Hein. Donc, la première partie n'a pas été enregistrée. D'ailleurs, j'en suis désolé, je présente mes excuses. Et j'en suis vraiment peiné de n'avoir pas pu enregistrer d'une part et d'autre part d'avoir, disons, interrompu, enfin que cet enregistrement, cette interview soit interrompue. Donc voilà, donc je déplore l'absence de Bruno Maillard, qui est l'historien spécialiste de l'île de la Réunion. Donc ils ont un problème technique à l'île de la Réunion. Logiquement, nous devions être en live dans un centre social à l'île Saint-Denis, non, l'île de la Réunion à Saint-Denis, la salle des Camélias, mais il y a eu un problème technique avec l'absence de Nathaniel, donc un acteur local mémoriel sur l'île de la Réunion, et également du président de l'UMOJA, Hamza. Donc, moi, je suis très, très, très heureux et ravi de ce retour sur l'histoire, sur ce devoir et travail de mémoire. C'est la deuxième fois que j'organise la fête CAF, donc en physique à Lyon, à l'île de la Réunion, pour l'île de la Réunion, avec deux associations, Métis Marron, également une association d'étudiants locales de Lyon, Ensemble Réunionnais Léla. Donc voilà, je rappelle mes origines réunionnaises, de mère réunionnaise et de père guadeloupéen. Au jour d'aujourd'hui, en effet, je suis en Guadeloupe pour cette route des moulins, ce travail qu'on est en train de mettre en place avec Chantal Dagneau et son cabinet d'ingénierie financière et d'ingénierie de projet, et monsieur Gordien du CM 98. Donc voilà. Donc la mémoire, la traite négrière, l'esclavage est vraiment quelque chose qui m'anime et qui pas qui me dévore de l'intérieur, mais qui me dynamise, me vivifie, je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce que je me suis intéressé à l'esclavage donc il y a plus de 3 ans, en créant la Maison des Outre-mer de Lyon. Aujourd'hui, je suis président de l'Observatoire de Lyon, de la vie des Outre-mer. Donc, avec toujours cette envie, cette énergie de converger nos départements d'Outre-mer avec un pont sur l'Afrique, et aussi ce pont mémoriel avec les autres tragédies rwandaises aussi, l'Holocauste juif, et aussi le 25 avril lors de la cérémonie de la commémoration du génocide arménien. Donc, comprendre les autres tragédies, c'est aussi mieux comprendre sa propre tragédie. Nous ne sommes pas les seuls à avoir subi une sorte de génocide, une déportation, une forme là, nous sommes dans le côté servile de l'être humain, mais voilà, je travaille là-dessus. Je suis aussi membre du jury du concours de la flamme de l'égalité. La flamme de l'égalité est ce concours scolaire sur l'esclavage, donc primaire, secondaire et des lycées, donc au rectorat de Lyon. Et donc, je voulais remercier tous les participants pour revenir au 20 décembre. Patricia Profi, qui est donc une élue. Nous voulons avoir une élue qui puisse s'exprimer. Elle a pu prendre la parole. À Monsieur Chambon, donc Valentin, qui est le président de l'association des jeunes réunionnais, des étudiants de l'Hexagone. À toi, Marie-Thérèse, sur ton travail sur les transplantés de l'île de la Réunion, donc qui est une question encore vivace, hein, dans le sens où nous sommes encore dans une continuité de développement,
que nous disait tout à l'heure Valentin. Donc, il y a aussi cette problématique de droit au retour pour les étudiants lorsqu'ils sont diplômés. Donc, il y a une similarité avec les Antilles, les Caraïbes, Haïti notamment, sur un passé qui est commun à des peuples qui ont été déportés, transplantés, allez chercher le terme, par une puissance coloniale qui était la France. Donc, je remercie tout le monde. Je suis des plus ravis pour cette première édition. On tentera de faire mieux la prochaine fois et aussi également dans l'année de faire ce genre de débat, de table ronde, parce que ensemble, on va plus loin. Et je suis vraiment ému parce que je suis là, ça fait 4 heures hein, qu'on discute. Hein. Je suis branché moi depuis 6 heures du matin à l'île de la Guadeloupe. Avec Bakary, on a préparé pour que ça se passe au mieux. Et je le remercie d'avoir été cet animateur. Il est aussi président de cette commission Héritage, Art et Mémoire, qui n'est pas une association, pas encore. Et donc, je fais un coucou à Paris, je fais coucou à la Saint-Denis, je fais un coucou à la Guadeloupe, je fais un coucou à Lyon, je fais un coucou à tout le monde, à vous tous. Et franchement, je suis très, très, très fier et honoré de vous avoir entendu et d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci Loïc. On va finir avec Daniel Waro qui nous parle de la fête de la journée du 20 décembre. Merci. Et tu l'as compris, tout le monde veut que ça continue. On espère que ce ne sera pas la dernière. Il y aura d'autres occasions. Là, c'était la réunion. Il y aura aussi d'autres occasions. Merci beaucoup à toutes et à tous. Marie-Thérèse. Merci. Et je ferai tourner la vidéo sur notre page. Louis-Mel, Martine, Fatima et tous les autres, merci beaucoup, merci beaucoup. On finit en beauté, on finit en musique. Portez le message là où vous êtes. C'est ça qui va faire qu'on va vivre, la mémoire va vivre. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci bye beaucoup et à la prochaine. À bientôt, à bientôt. À bientôt. À bientôt. La vanne à l'estime, le